L'histoire commence avec Cérès, un homme au regard sévère, qui se présente comme une personne d'une intégrité inébranlable. Cependant, il révèle que, il n'y a pas si longtemps, il a activé un mystérieux système. Une notification du système apparaît, expliquant sa capacité étrange et problématique. Quiconque Cérès verrouille verra son désir le plus profond éveillé. La scène coupe sur un champ de bataille chaotique où des guerriers humains se replient désespérément. Ils hurlent de terreur, réalisant qu'ils ont servi d'appât contre des bêtes démoniaques d'une puissance écrasante. Le monologue intérieur de Cérès révèle son mépris pour le système, affirmant qu'il ne l'a jamais voulu. Une redoutable démone aux cheveux blancs attrape sans effort un guerrier en fuite, se moquant de la faiblesse des combattants humains. Témoignant de cet écart de puissance écrasant, Cérès change d'avis, réalisant qu'il n'a peut-être pas d'autre choix. Un gros plan révèle l'identité de la démone. La princesse Yogg, l'épouse du roi démon. D'un air de mépris total, elle lèche son doigt en remarquant que les guerriers humains sont loin d'égaler son roi. Une camarade guerrière de Randé, Bella, supplie Cérès de s'enfuir avec elle. Elle souligne qu'il n'est qu'un guerrier de rang F et ne devrait pas essayer de jouer au héros. Mais Cérès refuse fermement, déclarant qu'il ne peut pas fuir à un moment aussi critique alors que la sécurité de la ville est en jeu. La princesse Yogg laisse échapper un bâillement d'ennui, complètement indifférente aux humains. En contraste frappant, Cérès se tient défiant, criant qu'il peut la gérer. Malgré ses paroles audacieuses, le corps de Cérès trahit sa faiblesse alors que du sang perle de son nez sous l'immense pression de son adversaire. Pourtant, sa résolution reste intacte. Il déclare qu'il ne reculera jamais. Bella le regarde, choquée par son état. Voyant sa condition, Bella lui crie désespérément de fuir, soulignant que la pression immense l'épuise déjà. Elle s'interroge sur la manière dont il pourrait encore combattre, alors qu'il a à peine la force de tenir debout. Alors que Bella panique, l'un des sbires de la princesse Yogg signale l'humain défiant qui reste encore. Yogg, enfin intéressée, tourne son regard vers la silhouette solitaire de Cérès, se préparant à régler elle-même ce désagrément. Exaspérée, la princesse Yogg ordonne à ses bêtes démoniaques de tuer Cérès, chargeant à leur côté avec un rictus sanguinaire. Alors qu'elle bondit dans les airs vers lui, elle déclare son intention macabre d'utiliser sa tête comme une coupe raffinée pour son cher roi, tandis que Cérès tient courageusement sa position. Au moment où elle s'apprête à frapper, Cérès active son pouvoir. Une fenêtre du système apparaît devant lui avec un message bizarre et ironique, « Système de connexion. J'aime l'homme en face de moi ». Yogg poursuit sa charge mortelle, les yeux brillants d'une intention meurtrière. Le système confirme son activation, verrouillant la femme du roi démon comme cible. Au fur et à mesure que le système s'active pleinement, la pose d'attaque de Yogg se transforme en autre chose alors qu'elle est irrésistiblement attirée vers Cérès. Au lieu d'un coup fatal, la main de Yogg caresse doucement le visage de Cérès. Il garde une expression résolue, se préparant à l'effet du système. Une force invisible la pousse à se rapprocher, annulant sa volonté de tuer. Un gros plan montre ses crocs aiguisés et démoniaques, mais son soupir à peine audible indique que son intention meurtrière a été complètement subvertie. Dans un retournement choquant, Yogg l'embrasse. Une notification apparaît aussitôt, baiser effectué, attaque plus 100. Alors que la récompense du système s'affiche devant lui, Cérès a une profonde prise de conscience. Ce pouvoir honteux peut servir à renforcer ses capacités de combat. La scène est si incroyable que Bella pousse un cri de pure confusion et d'horreur, exigeant de savoir ce que Cérès fait. La scène bizarre laisse tout le monde, amis et ennemis, complètement stupéfaits. Même les sbires démoniaques de la princesse Yogg sont abasourdis, l'un d'eux demandant ce que fait leur grâce. D'un regard déterminé et renforcé par son nouveau bonus d'attaque plus 100, Cérès se tourne vers les bêtes démoniaques et décoiffe une puissante estocade. La princesse Yogg se retire, lançant un regard furieux avec ses yeux rouges luisants alors qu'elle tente de comprendre ce qui vient de se passer. Elle bondit en arrière, prenant ses distances avec l'humain qui l'a plongée dans la confusion. Pendant ce temps, Cérès s'essuie vigoureusement la bouche d'un air dégoûté, tandis qu'une Bella rougissante reste totalement sans voix à ses côtés. Yogg est complètement déconcertée, le cœur battant à tout rompre. Elle se tient la tête, se demandant ce qui vient de lui arriver et pourquoi elle a fini par embrasser l'homme qu'elle devait tuer. Cérès, méprenant la nature de son pouvoir, se raffermit. Il déclare que pour la sécurité de la ville, il est prêt à sacrifier même son propre corps. Ses sbires, cependant, en tirent une toute autre conclusion. Ils commérant entre eux, rappelant des rumeurs selon lesquelles leur grâce aurait un amant secret et sont choqués de découvrir que c'est un humain. Ils interprètent comiquement le courage de Cérès comme la nonchalance d'un homme habitué au baiser de sa bien-aimée. Entendant cela, une autre bête démoniaque les fait taire avec colère, défendant furieusement la fidélité de la princesse envers le roi et affirmant que tromper est un trait humain méprisable. Rougissante et troublée, Yogg panique intérieurement, déterminée à ce que la nouvelle de son baiser avec un humain n'atteigne jamais le roi. Son cœur s'emballe, et une nouvelle fenêtre du système apparaît, montrant que son indice de luxure a augmenté à 15%. Pour dissimuler son embarras, la princesse Yogg ordonne de nouveau à ses bêtes démoniaques de tuer l'humain, et elle se précipite en avant. Cérès se prépare, prêt à mettre à l'épreuve sa force nouvellement acquise contre l'assaut imminent. Une des grandes bêtes à la peau verte abaisse sa massive hache sur Cérès. Avec un rugissement déterminé, Cérès balance sa propre épée, imprégnée de son nouveau pouvoir, pour affronter l'attaque de front. Il parvient à bloquer le coup dévastateur, mais la force de l'impact résonne dans l'air. À son grand désarroi,
Il réalise que l'attaque de la bête a été si puissante qu'elle a brisé son épée d'un seul coup. Désarmé, Cérès se retrouve maintenant entouré par les bêtes démoniaques qui intensifient leur assaut. Une autre bête effectue un large balancement, visant à fendre l'humain vulnérable en deux. En un éclair, Cérès comprend que si sa défense n'a pas augmenté, son attaque a gagné 100 points. Il prend la garde de son épée brisée avec une détermination renouvelée. Malgré son arme brisée, Cérès utilise son pouvoir amplifié pour bloquer et parer habilement les attaques incessantes de la bête. Alors qu'une autre bête brandit sa hache, Cérès perçoit une menace différente approchant à grande vitesse. Il entend le bruissement de ses pas puissants alors qu'elle se rapproche. Se retournant vivement, il balance son épée brisée de toutes ses forces. Son attaque porte avec un bruit sourd retentissant, projetant la bête démoniaque en arrière. Bella regarde, incrédule, choqué qu'un guerrier de Rantef comme Cérès puisse posséder assez de puissance pour envoyer l'une des bêtes volées. Cérès affiche un sourire en coin, confiant que son puissant coup a dû fendre la créature en deux. Cependant, la bête se redresse en titubant, révélant que le coup n'a fait qu'entailler sa peau coriace. Cérès grimace en réalisant que ces bêtes démoniaques sont incroyablement redoutables. Soudain, il ressent un autre danger et se retourne de nouveau. Avant même qu'il ne puisse se remettre du dernier échange, la princesse Yogg est déjà sur lui, descendant avec un puissant coup plongeant visant directement sa tête. N'ayant absolument pas le temps d'esquiver, Cérès ne peut que croiser les bras en garde désespéré, se préparant à l'impact imminent qui va lui briser les os. L'impact de son coup de pied est immense, créant une puissante onde de choc. La force est si grande qu'elle projette non seulement Cérès, mais aussi la proche Bella en arrière. Voyant une ouverture, les bêtes démoniaques commencent à avancer sur les humains à terre. La princesse Yogg immobilise avec succès Cérès au sol, et ses sbires acclament qu'elle a maîtrisé. Tandis que Cérès est retenu, l'une des bêtes se jette en avant pour porter le coup final, provoquant la panique chez Cérès. Mais soudain, une longue queue noire et pointue fouette l'air à une vitesse incroyable. C'est la queue de Yogg. Dans un mouvement choquant, elle frappe son propre soldat, lui envoyant son arme et arrêtant son attaque sur Cérès. La bête est envoyée rouler au sol. La princesse Yogg, commandant ennemie, vient de sauver son adversaire. Totalement confus par l'action de leur grâce, le commandant des bêtes ordonne en hâte à ses soldats de se replier. Il menace de mort quiconque désobéira, tentant de reprendre le contrôle de la situation chaotique. Yogg se relève, le visage rougi et les yeux luisants d'une lumière prédatrice. Elle gronde qu'elle va, personnellement, apprendre une leçon à cet humain. Si ces mots sonnent comme une menace de mort pour ses soldats, sa véritable intention est masquée par l'influence du système, son indice de luxure, ayant désormais atteint un stupéfiant 91%. Mal comprenant totalement la situation, ses fidèles sbires l'encouragent, l'exhortant avec empressement à tuer l'humain. Consumé par le pouvoir du système, Yogg se précipite sur lui, déclarant qu'elle va le mordre à mort. Cérès ne peut qu'observer, choqué, alors que son visage se rapproche dangereusement du sien. Au lieu d'une attaque fatale, toutefois, elle le mord à l'oreille. Alors qu'elle suce son oreille, une autre notification du système apparaît, défense, plus 50. Cérès se demande, désespéré, si cette humiliation est le prix à payer pour le pouvoir. Au milieu d'une bataille désespérée, le guerrier Cérès est partagé. Il se dit qu'un certain acte serait une insulte totale à son intégrité, mais en ravaler son orgueil, Cérès durcit sa résolution. Pour la sécurité des habitants de la ville, il décide qu'une telle humiliation personnelle mineure vaut le prix à payer. Pendant ce temps, son adversaire, la puissante princesse démon Yogg, est dans un état de confusion totale. Un étrange sentiment l'envahit alors qu'elle se surprend à agir de manière intime envers un simple humain, remettant en question ses propres gestes déroutants. Alors que Yogg perd le contrôle de son corps à cause de capacités uniques de Cérès, ce dernier ressent lui-même une montée de puissance. Une notification apparaît, montrant que son agilité a été augmentée de 120 points, résultat direct des actions involontaires de la princesse. Regardant depuis les lignes arrière, un des subordonnés gobelins de Yogg est perplexe devant la scène. Il se demande à voix haute si sa grâce va vraiment tuer l'humain, sentant qu'il y a quelque chose d'extrêmement inhabituel dans son comportement. Un autre soldat gobelin, plus ailé, le fait immédiatement taire, tentant rageusement de rationaliser la situation. Il affirme que sa grâce ne fait que chercher le point faible de l'humain et que l'autre ferait mieux de se taire s'il ne comprend pas sa brillante stratégie. De nouveau, Cérès est inondé de bonus de statistiques issus de l'étrange assaut de Yogg. Avec sa défense augmentée de 130 et son attaque de 150, il ressent une confiance nouvelle, croyant enfin pouvoir tenir tête à ces bêtes démoniaques. Maintenant renforcé, Cérès déclare qu'il est temps de contre-attaquer. Alors que la princesse Yogg se précipite avec son poignard, un de ses propres soldats pousse un cri d'avertissement, non pas vers Cérès, mais vers sa princesse, anticipant la riposte humaine. D'un retentissant BAM, Cérès passe à l'action. Il intercepte décidément l'attaque de la princesse Yogg, son gantelet blindé faisant collision contre sa lame, stoppant son attaque nette. Saisissant l'ouverture, Cérès agrippe la princesse démon par le cou, tentant de la maîtriser. Cependant, en serrant, il grince des dents de frustration, réalisant que même avec tous ses nouveaux pouvoirs, ce n'est toujours pas suffisant pour prendre l'avantage. D'un énorme boom, la princesse Yogg projette Cérès contre une paroi rocheuse. Voyant cela, son subordonné gobelin a honte de ses doutes antérieurs, désormais convaincu de son intention meurtrière et l'encourage à l'achever.
Mais intérieurement, la princesse Yog est en plein tourment. Une sensation étrange continue d'envahir son corps, et elle tente désespérément de lutter contre la compulsion contre nature qui la possède. Immobilisant le guerrier contre la paroi, Yog essaie de préserver son autorité, s'étonnant de la façon dont un misérable humain ose s'opposer à elle. Pourtant, sa main se pose sur son armure d'un doux tapotement, trahissant ses paroles agressives. Soudain, la compulsion devient trop forte. Le visage de Yog se tord en un rictus rougissant et fou alors qu'elle rit maniquement, son désir désormais totalement corrompu par le système. Elle va le déshabiller complètement. D'un puissant bang, sa main griffue et acérée frappe la poitrine métallique de Cérès. D'un fort clang, l'armure de Cérès se brise. Yog déclare qu'elle veut montrer à l'humain la différence entre son corps faible et celui d'une bête démoniaque, mais sa pensée reste en suspens, alors que son monologue intérieur révèle son vrai désir corrompu par le système. En réalité, elle a juste une envie irrésistible de voir les muscles de l'humain. Ses subordonnés gobelins interprètent complètement mal la situation. Le gobelin en tête, impressionné, s'écrie que c'est un coup impitoyable, et dit aux autres d'observer et d'apprendre des tactiques rusées de leur princesse. Cérès ne peut que rester bouche bée alors que les fragments brisés de son armure tombent au sol, laissant son torse complètement à découvert. Confus, Cérès observe la main de Yog s'étendre lentement vers sa poitrine nue. Pendant ce temps, Yog mène une bataille intérieure désespérée, se répétant de se retenir et de ne pas s'approcher davantage. Un sentiment inédit jaillit des profondeurs du cœur de la princesse Yog. Elle serre les dents, essayant désespérément de le combattre, se répétant encore et encore qu'elle peut contenir l'impulsion. Mais sa lutte est vaine. Une fenêtre du système teinte, annonçant que son indice de luxure a atteint 100%. Elle a perdu tout contrôle. Yog s'effondre sur Cérès, qui ploie sous son poids écrasant, peinant à respirer. Le corps de la princesse démon pèse sur lui, laissant le guerrier humain complètement immobilisé. Cloué au sol, Cérès maudit son impuissance. Sans son armure et le corps piégé, il sent qu'il n'a aucune chance face aux bêtes démoniaques. Regardant depuis le bord du combat, la camarade de Cérès, une jeune guerrière nommée Bella, rougit jusqu'aux oreilles. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit, se demandant si ce spectacle bizarre peut vraiment être qualifié de combat. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, Cérès a une révélation. Pour la sécurité de la ville, il n'y a qu'une seule voie, il doit se sacrifier pour le bien commun. Avec une détermination retrouvée, Cérès embrasse son étrange destin. « Allez !» pousse-t-il, tirant activement la princesse étourdie vers lui. Il doit augmenter ses statistiques, sa force, coûte que coûte à sa dignité. L'effet est immédiat. Une avalanche chaotique de notifications système éclate sur le champ de bataille, laissant les soldats gobelins abasourdis tandis que Cérès reçoit d'énormes gains d'agilité, de défense, de concentration, de perception et d'intelligence. Les boosts continuent d'affluer, propulsant son endurance, sa magie et sa puissance d'attaque à des niveaux inimaginables. La scène bizarre atteint un paroxysme d'énergie chaotique et de force brute, un spectacle d'absurdité sur le champ de bataille. Soudain, la scène chaotique est interrompue par l'arrivée d'une imposante silhouette en armure noire menaçante, dont la présence fait taire le champ de bataille. La silhouette blindée laisse tomber son épée d'un fort clang. Il prononce une phrase triste, « Ma chère ». C'est nul autre que le mari de Yog, le roi démon Bartley. Bartley est figé, contraint d'assister à la scène la plus compromettante imaginable. Sa femme, la princesse démon, bavant sur un humain à demi nu, visiblement perdu dans l'extase. Le roi démon observe à distance tandis que sa femme, toujours enlacée à Cérès, semble enfin remarquer sa présence en murmurant « Votre Majesté ». Les yeux verts brillants, Bartley parvient à peine à comprendre ce qu'il voit. En même temps, une notification apparaît pour Cérès. Le système a détecté que le roi démon Bartley a subi un violent choc mental. Cela déclenche un bonus massif pour Cérès. Une nouvelle fenêtre du système annonce que tous ces bonus seront doublés, et il gagne instantanément un niveau, baigné d'une aura dorée. Le choc du roi démon se transforme aussitôt en une rage cataclysmique. Il explose dans une violente aura verte, hurlant à plein poumon qu'il va tuer Cérès. Yog panique et tente d'expliquer que tout n'est qu'un malentendu. Cérès, cependant, ignore le drame, se demandant froidement si son niveau de puissance nouvellement doublé suffit à affronter le roi en furie. Mais le roi démon Bartley est bien au-delà de la raison. Il pousse un cri primal, son esprit complètement consumé par une furie jalouse unique. Sa rage débordant, Bartley commence à déverser sa puissance sur le champ de bataille lui-même, frappant violemment le sol et envoyant des ondes de débris voler partout. Son caprice terminé, le roi démon Bartley concentre sa colère en hurlant « Éloigne Théoïdel !» Salaud, tout en abattant son énorme épée en un arc dévastateur, projetant Cérès en l'air. La force du coup est si immense que les derniers vestiges de l'armure de ses jambes sont pulvérisés, les éclats se dispersant dans les airs. Cérès s'est projeté violemment au sol. Sa camarade, Bella, se précipite à ses côtés en panique, criant son nom et demandant s'il va bien. Avec l'aide de Bella, Cérès peine à s'asseoir. Bien qu'il ait pris un coup direct du roi démon, il serre les dents et affirme qu'il peut encore tenir. Regardant son ennemi, Cérès est en admiration devant la puissance du roi démon. Il réalise que Bartley a comblé la distance instantanément et possède un pouvoir d'attaque incroyablement élevé. L'attention se tourne alors vers une dispute domestique. Le roi démon de rang à Bartley confronte sa femme,
lui rappelant qu'elle avait promis de ne plus le tromper. Yog tremble devant son mari tandis qu'il insiste, lui demandant, avec tristesse, pourquoi elle recommet cela après sa dernière promesse. Dans un retour choquant, l'attitude de Yog passe de la peur à la fureur. Elle hurle contre Bartley, le rendant entièrement responsable de la situation et exigeant de savoir pourquoi il est arrivé si tard. Cette accusation absurde laisse le puissant roi démon sans voix, incapable de faire autre chose que balbutier un confus « hein ». Et il n'est pas le seul. La logique bizarre de la princesse a laissé tout le monde sur le champ de bataille, jusqu'au dernier gobelin, complètement et totalement perplexe. Yog poursuit son offensive bizarre, affirmant que c'est parce qu'il est arrivé en retard qu'elle a failli s'engager sur la mauvaise voie. Elle retourne sa colère contre lui, laissant le puissant roi bafouiller. Se plantant devant lui, la princesse exige agressivement de savoir ce qui a bien pu retenir son roi si longtemps. En un instant, le redoutable roi démon se transforme en mari contrit. Il explique qu'il s'occupait d'autres humains, promettant à son épouse en colère qu'il est désolé et que cela ne se reproduira plus. Les soldats gobelins, témoins de cette dispute domestique, sont profondément émus. L'un loue la capacité du roi à présenter des excuses, un autre, intimidé par les complexités de l'amour, jure de rester célibataire. Un troisième est inspiré à avouer ses sentiments le lendemain. Voyant sa chance au milieu du chaos, Cérès décide qu'il est temps de partir. Il sait que le roi démon le dépasse de loin et que sa seule option est de se retirer discrètement pendant qu'ils sont distraits. Alors que Cérès et Béla s'échappent, le couple royal démon continue sa dispute en arrière-plan. Béla met Cérès en garde contre la colère de Yog, et il vérifie rapidement leurs blessures avant de poursuivre leur fuite. Yog joue maintenant la victime, versant de fausses larmes au sujet d'un humain qui la séduirait sans honte. Complètement dupé, Bartley la console, convenant que l'humain, Cérès, devrait porter toute la responsabilité. Convaincu qu'il défend l'honneur de sa femme, la rage de Bartley revient, dirigée uniquement contre Cérès. Il déclare son intention de tuer l'humain, se tournant vers sa femme pour obtenir sa permission. Avec un sourire sournois, Yog serre le bras de son mari et lui donne avec empressement sa bénédiction. Elle le couvre de flatteries, lui assurant qu'il est son unique amour et qu'elle ne pourrait jamais tomber pour un autre homme. Alors que Yog continue de louer son attitude dominante, Bartley aperçoit enfin les deux humains qui prennent la fuite. Il tourne immédiatement sa colère contre ses soldats, rugissant après les imbéciles de ne pas les avoir arrêtés. L'un des soldats gobelins tente de justifier leur inaction, expliquant au roi que la princesse Yog elle-même leur avait ordonné de ne pas intervenir. Furieux de leur incompétence, Bartley hurle sur ces idiots sans cervelle, et prend les choses en main, se lançant vers les humains en fuite avec une force explosive. Cérès et Béla courent pour leur vie, le terrifiant sifflement du roi démon réduisant rapidement la distance derrière eux. D'un énorme BAM, une attaque massive soulève le sol juste derrière eux. Cérès et Béla se retournent pour affronter leurs poursuivants, se préparant à l'impact à son arrivée. Bartley atterrit, repoussant Béla d'un geste sans effort. Il confronte directement Cérès, rugissant de colère et accusant ce bâtard humain d'avoir osé séduire son amour. Le roi démon déchaîne sa puissance écrasante, projetant Cérès à travers les airs d'un seul et puissant revers de sa lame massive. Cérès ne peut que hurler de douleur tandis que la force de l'attaque du roi démon traverse son corps. Dans un dernier fracas, Cérès s'écrase au sol, totalement vaincu. De loin, la princesse Yog observe, une pointe de surprise sur le visage. Haletant au sol, Cérès comprend l'effroyable réalité de sa situation. Il sent ses côtes brisées, il ne peut se défendre contre les attaques du roi démon, et il est trop lent pour suivre ses mouvements. Même boosté, il est complètement dépassé. Se dressant au-dessus du guerrier à terre, le roi démon Bartley n'accorde aucune pitié. Il abat son épée encore et encore dans une rafale furieuse, déterminé à pulvériser l'humain qui a osé toucher sa femme. Enveloppé d'une violente aura verte, le roi démon Bartley lève son épée pour le coup final, hurlant qu'il va déchirer Cérès en morceaux. Au sol, Cérès ne peut que lever sa minuscule lame en geste de défense futile. Alors que le coup mortel descend, le visage du roi démon est une masque de pure fureur. Il vocifère la raison de sa rage, déclarant que tel sera le prix que paiera Cérès pour avoir séduit sa femme. Dans un moment de désespoir, Cérès prend sa décision. N'ayant plus d'autre option, son seul chemin est de continuer à monter de niveau, quel qu'en soit le coup. Alors que l'impitoyable princesse démon Yog fonce sur lui, Cérès active sa capacité unique. Une notification apparaît devant ses yeux terrifiés. Système verrouillé. Une claquette retentit sur le champ de bataille. Une main griffue frappe avec une force immense. La main appartient à la princesse Yog, mais sa cible n'est pas Cérès. Elle gifle son propre mari, le roi démon Bartley, qui s'apprêtait à achever Cérès. Ne lui fais pas de mal, crie-t-elle, aux grandes incompréhensions de tous. Le roi démon Bartley reste totalement muet. Venant d'arriver et de trouver sa femme dans une position compromettante avec un humain, il se voit maintenant giflé et sermonné par elle pour avoir tenté de tuer cet homme même. Son choc se mue rapidement en rage. Bartley fait un pas lourd qui secoue la terre, son intention de tuer désormais entièrement dirigée contre Cérès. Sentant sa chance au milieu de cette dispute conjugale chaotique, Cérès saisit l'occasion et se précipite. Il s'enfuit, se demandant pourquoi la princesse démon le protège, sans perdre une seconde. Yog poursuit son jeu étrange, narguant son mari abasourdi. « Mon chéri. Alors tu tiens à lui. » lance-t-elle,
tordant sarcastiquement la situation et énervant encore plus le roi démon jaloux. Tandis que Cérès prend la fuite, une fenêtre de notification apporte une bonne nouvelle. La rage et la confusion du roi démon Bartley lui ont infligé un violent choc mental, faisant monter Cérès d'un niveau. Mais sentant le danger immense, Cérès sait qu'un seul niveau ne suffit pas et continue sagement de courir pour sa vie. Mais la situation va se compliquer davantage. L'influence du système prend maintenant le contrôle complet de la princesse Yogg. Les yeux rouges de désir, elle admet qu'elle perd le contrôle et meurt d'envie de mettre la main sur le corps de l'humain, préparant le terrain pour une nouvelle intervention. Alors que le roi démon Bartley se prépare à poursuivre Cérès, sa femme Yogg lui agrippe le bras. Maintenant entièrement poussée par la puissance du système, elle supplie son mari de ne pas partir après l'humain. « Tu viens de dire que j'étais ton unique amour pour cette vie » s'exclame-t-elle, voulant Cérès pour elle. Bartley, confus et furieux du comportement de sa femme, secoue son emprise sans effort, la faisant chanceler en arrière. Libérée de l'étreinte de son mari, Yogg cède complètement à ses désirs artificiels. « Je ne veux plus réprimer mon désir » déclare-t-elle et se lance à travers les airs en direction de Cérès. Cérès se retourne, terrifié, tandis que la princesse démon vole droit sur lui le regard dément, criant « Je vais tout lâcher ». Avec une force incroyable, Yogg plaque Cérès et le maintient fermement au sol. De loin, Bartley abasourdi regarde sa femme atterrir sur l'humain. D'autres notifications système apparaissent pour Cérès, lui accordant un massif plus 120 en vitalité et plus 140 en concentration suite à l'impact. Cérès est complètement dépassé, haletant et rougissant, tandis que ses statistiques continuent d'exploser. Avec son agilité, son attaque et sa perception toutes dopées de façon énorme, il comprend que sa seule voie de survie est de laisser Yogg faire ce qu'elle veut de lui. Interprétant complètement mal la situation, Bartley tente d'être le héros. Il s'excuse auprès de Yogg pour son retard et jure de tuer l'humain qu'il croit l'avoir séduite, pensant que cela brisera le sort. Mais à l'horreur de Bartley, la loyauté de Yogg a complètement changé. Protégeant Cérès, elle lance à son mari un regard chargé de pure rage. « Dégage !» hurle-t-elle, infligeant le rejet ultime, « Laissez-nous !» Ce rejet public est le coup final et dévastateur. L'esprit du roi démon se fige, incapable de traiter la trahison ultime de sa femme. Toute colère s'évapore, ne laissant qu'un masque de choc incompréhensif tandis que sa santé mentale vacille. La trahison de sa femme est le coup de grâce. Une puissance immense jaillit du roi démon Bartley alors qu'il hurle son désaveu. Le choc est si grand qu'une fenêtre système annonce que son monde mental s'est effondré, accordant instantanément à Cérès 5 niveaux supplémentaires. Au même instant, la compagne de Cérès, la guerrière Bella, arrive sur les lieux. Voyant Cérès plaqué par la princesse démon, elle fonce furieuse en criant « Lâchez Cérès !» Espèce de bête démoniaque sans honte. Bella bondit vers le couple enlacé, l'épée prête à frapper. Réalisant qu'elle n'est pas de taille face à Yogg, Cérès crie désespérément à son ami de rester à l'écart. Agacé par l'interruption, Yogg réagit instantanément. Sa longue queue acérée fouette l'air tandis que Cérès lance un avertissement désespéré. Avant que Bella ne puisse réagir, la queue de Yogg s'enroule autour d'elle, neutralisant complètement son attaque en plein vol. D'un coup de queue, Yogg projette Bella contre la paroi d'une falaise. Le nuisible maîtrisé, elle se tourne avec empressement vers Cérès, un bruit de slurp audible s'échappant de ses lèvres. Un fragment de la véritable conscience de Yogg semble refaire surface. Haletante, elle se demande comment elle est devenue ainsi, ayant l'impression de s'être perdue dans ce désir écrasant. Elle continue d'interroger ce sentiment, admettant qu'au plus profond de cette compulsion forcée, elle perçoit autre chose, une pointe de joie. À sa propre surprise, une part d'elle apprécie en fait la situation, et elle ne peut plus le nier. La scène revient sur Bartley, qui contemple l'expression de pure joie de sa femme. Pour le roi démon, c'est une réalité inacceptable. La vue brise sa raison, et il rugit en défiant ce qu'il voit. Mensonge. Tout est mensonge. Son Denis se transforme en rage purée. Je n'accepterai pas ça, hurle Bartley, la voix emplie de haine tandis qu'il maudit sa femme. Déchaînant sa fureur, le roi démon enfonce son poing dans la paroi de la falaise, envoyant une onde de choc et des débris partout. Enfin focalisant sa rage, Bartley lève son énorme épée, qui lui d'une énergie verte venimeuse. « Je vais vous tuer tous les deux » tonne-t-il en abattant la lame sur sa femme et l'humain. Le sifflement de la lame descendante fend l'air, et le danger imminent semble momentanément sortir Yogg de sa transe. Agissant par pur instinct, Yogg esquive au dernier instant, échappant de justesse à l'attaque dévastatrice. L'énorme épée s'arrête net avec un grand fracas, planant à quelques centimètres de la tête de Yogg. Elle s'immobilise, regardant la lame avec confusion. Comme poussée par une force extérieure, un ordre l'oblige à se retourner. La vérité se révèle. Bartley retient sa propre épée. Malgré la trahison et la rage, il ne peut faire de mal à la femme qu'il aime. « Je l'aime encore !» s'écrie-t-il avec angoisse, alors qu'elle continue d'agresser Cérès en dessous. Les émotions conflictuelles deviennent insoutenables. Le désir de vengeance s'affronte à son profond amour jusqu'à ce que quelque chose à l'intérieur du roi démon craque enfin. Un bruit sec de fissure résonne tandis que sa psyché commence à se briser sous la tension. Avec son esprit brisé, le contrôle du roi démon sur sa puissance immense disparaît. Sa prise se relâche, et son énorme épée tombe au sol dans un fracas, symbole de son effondrement mental total.
Il est vaincu, non par un ennemi extérieur, mais par son propre cœur. Alors que Bartley s'agenouille, vaincu, une énergie verte volatile s'accumule dans son armure. Une notification système livre un avertissement sinistre. Le roi démon s'est effondré complètement et est sur le point de s'autodétruire. La vue de son mari sur le point d'exploser ramène enfin Yogg de sa torpeur lubrique. Bartley. Qu'est-ce que tu fais? Crie-t-elle, sincèrement inquiète. Pendant ce temps, son effondrement mental complet accorde à Cérès 3 niveaux supplémentaires. Voyant leur maître sur le point de détonner, les sbires du roi démon paniquent et décident de fuir pour sauver leur vie, abandonnant leur poste pour échapper à l'explosion. Tandis que le corps de Bartley commence à siffler et à s'imploser, Cérès reçoit une notification cruciale. Il a atteint le niveau 10, débloquant la fonction de compétence. Sans perdre de temps, Cérès met immédiatement son nouveau pouvoir à l'épreuve, dégainant son épée désormais lumineuse avec une détermination renouvelée. Il lâche une puissante estocade contre le roi démon instable. Sa nouvelle compétence, fendoir instantané, lui permet de se téléporter directement vers sa cible et d'attaquer. Cérès apparaît dans un éclair de lumière derrière le Bartley convulsif et porte un coup décisif. Yogg pousse un cri de stupeur lorsque l'attaque touche. Incroyablement, le coup stabilise l'énergie du roi démon, et le système confirme « autodestruction arrêtée ». Cérès se tient avec assurance, admirant son épée amplifiée. Il perçoit le potentiel de cette étrange capacité et se réjouit de gagner encore plus de compétences en montant de niveau. Avec la crise évitée, Yogg regarde son mari effondré non pas avec soulagement, mais avec agacement. Elle se plaint qu'il est exagéré, le traitant de « cœur faible » et laissant entendre que ce n'est pas la première fois qu'il perd son sang-froid. Mais Bartley n'en a pas fini. Dans un dernier acte de désespoir, il se précipite et agrippe Yogg, déterminé à l'emmener avec lui dans l'autodestruction. Yogg est prise complètement au dépourvu, hurlant de choc tandis que son mari la serre dans une étreinte mortelle. Pendant ce temps, Bella, toujours immobilisée contre la falaise par la queue de Yogg, se débat sans pouvoir, exigeant qu'on la lâche. « Yogg, tiens ta parole et va en enfer avec moi », dit Bartley d'une voix lugubre, son corps sur le point d'exploser. Alors qu'il parle, Bella parvient à attraper la queue et à se libérer. Toute l'arrogance précédente de Yogg disparaît, remplacée par une terreur pure. Elle hurle, se débattant contre son étreinte et suppliant quiconque de la sauver du pacte meurtre-suicide de son mari. Juste à temps, Cérès bondit, son épée amplifiée fend dans l'air. D'un trait net, il tranche le bras qui retenait Yogg, la libérant de l'emprise du roi démon. Alors qu'elle saute en arrière, Bartley la saisit de la main restante, la voix pleine d'angoisse, criant son nom une dernière fois. Consumé par son énergie explosive et le désespoir, le roi démon déchaîne ses derniers instants de fureur sur la paroi, la frappant sans relâche. La face de la falaise se brise sous l'assaut, et le sol cède. Yogg et la Bella récemment libérés sont précipités dans l'abîme sombre en contrebas. Alors qu'elle tombe, Cérès parvient à attraper Bella et Yogg. Mais la chute et le traumatisme du combat font éclater la puissante forme de Yogg, son corps se désintégrant en un éclat de lumière violette. Quelque chose de petit atterrit avec un léger tude sur le sol de pierre froide d'une chambre profondément en dessous. Cérès s'éveille lentement, endolori partout. En voyant les murs de pierre autour de lui, il se demande s'ils sont tombés jusqu'au fond du donjon. Il remarque alors une petite créature étrange reposant sur sa poitrine, à sa grande confusion. Une fenêtre système apparaît et explique la situation incroyable. La créature est la princesse Yogg, revenue à sa forme originelle. Un minuscule lézard de jade avec presque aucune vie et 0 point de magie. Avant qu'il n'ait pu l'assimiler, le petit lézard sans défense glisse de sa poitrine et se cache rapidement dans son pantalon pour se réchauffer et se mettre à l'abri. À quelques pas, Bella gémit en se redressant. Encore étourdie par la chute, la première chose qu'elle fait est de chercher son compagnon. Cérès reçoit alors une autre surprise. Une fenêtre système annonce que le roi démon Bartley a été vaincu et lui offre une récompense. La carte du donjon de Ney. Le nez ensanglanté, Cérès reste allongé, réfléchissant aux implications dangereuses de l'utilisation de cette nouvelle carte. Ses pensées stratégiques sont interrompues lorsque Bella se penche sur lui, l'ayant finalement trouvé au sol. Surprise, Bella trébuche et tombe sur Cérès, balbutiant rapidement des excuses. Cependant, elle remarque la étrange fenêtre de récompense lumineuse flottant dans les airs. Par curiosité, elle tend la main et clique dessus. La carte du donjon s'active instantanément, affichant une maquette holographique détaillée de la zone environnante. Ceres Feeks, Emervale. La carte indique clairement tous les chemins, les pièges, les ressources et même l'emplacement de la salle du boss. Il serre Bella avec excitation, s'exclamant qu'ils peuvent maintenant se diriger directement vers la salle du boss sans aucun problème. Confuse, Bella demande de quoi il parle, puisqu'elle ne voit pas la carte. Cérès improvise rapidement, réalisant que le système n'est visible que pour lui. Avec une confiance retrouvée, Cérès aide Bella à se remettre debout, et tous deux décident de continuer. Mais soudain, une pulsation nauséabonde résonne, semblant provenir de l'intérieur du corps de Cérès. Ses yeux s'élargissent de douleur et de choc, tandis qu'une puissance étrangère surgit en lui. Cérès s'effondre au sol, vomissant violemment un jet d'énergie violette sombre. Bella accourt à ses côtés, horrifiée et désemparée par l'attaque soudaine venue de l'intérieur. L'énergie noire se propage rapidement. Des veines violettes rampent sur la main de Cérès, tandis que le bout de son doigt commence à se fissurer et à luire d'une aura malveillante.
Il hurle d'une douleur pure, son corps convulsant sur le sol sous l'intensité de la souffrance. Il saisit instinctivement sa main affligée, mais c'est inutile. La corruption est trop puissante, et le bout de son doigt commence à fondre. La douleur le plonge dans une frénésie sauvage, se débattant sur le sol tandis qu'une Bella horrifiée reste là, ne sachant que faire. Dans un moment de lucidité désespérée, Cérès tente une amputation macabre, projetant son dos et son bras contre une pierre tranchante pour sectionner la chair corrompue. Bella réagit vivement, saisissant Cérès pour l'empêcher de se déchirer. Elle le tire dans une étreinte serrée, tentant de le retenir. Elle voit son dos qui saigne et sa peau brûlante. Alors qu'il se débat, elle saisit sa main corrompue pour la maintenir immobile. Au moment où son gantelet blindé touche son doigt, l'énergie noire grésille et se laisse aspirer hors de son corps, semblant être absorbée ou neutralisée par le métal. L'énergie violente se retire aussi rapidement qu'elle est arrivée, laissant le bout de son doigt noirci et engourdi, mais enfin immobile. Le danger immédiat est passé. La douleur s'apaise enfin et, avec un faible soupir de soulagement, Cérès se relâche. Complètement épuisé par l'épreuve, il ne peut que se reposer dans les bras de Bella, tandis que son corps commence à récupérer. Reposant dans les bras de Bella, Cérès reprend lentement son souffle. Faiblement, il la rassure en disant qu'il va bien. Il se confirme à lui-même que la terrifiante corruption s'est effectivement arrêtée. Avec peine, il se redresse, essayant de montrer à Bella que le danger est passé. Mais Bella pointe sa main avec horreur, la voix paniquée. Elle demande ce qui lui est arrivé, pourquoi son doigt semble avoir été fondu. Cérès regarde son bout de doigt noirci et lui donne solennellement la sombre vérité. « Je suis empoisonné ». Son esprit revient à l'origine de sa malédiction. Il y a 6 mois, sa ville fut la cible d'une attaque dévastatrice de bêtes démoniaques. Il se souvient être un civil impuissant, fuyant pour sa vie à travers les décombres tandis qu'un puissant guerrier de la guilde repoussait une horde de démons. Le guerrier protégeait désespérément une mystérieuse boîte rouge contre les démons, qui tentaient de s'en emparer. Une énorme bête démoniaque leva sa massive hache, prête à mettre fin au combat pour la boîte d'un coup final. D'un coup dévastateur, la hache de la bête traversa les défenses du guerrier, le fauchant. La lutte pour la boîte fut perdue en un instant, et la puissance brute du coup se propagea tout autour. La force pure de l'attaque du démon créa une onde de choc massive, projetant le Cérès impuissant dans les airs. Il fut projeté de l'autre côté de la rue, retombant violemment au milieu d'un tas de gravats et de débris. Blessé et coincé, tout ce qu'il pouvait faire était de se cacher et de regarder la scène terrifiante se dérouler. Le démon brandit la boîte, mais la dernière résistance du guerrier avait réussi à l'endommager. Un étrange liquide violet foncé commença à goûter d'une fissure à sa surface. Soudain, le liquide se vaporisa, et une pluie macabre, sanglante, commença à tomber du ciel. Depuis sa cachette, Cérès fut submergé par une odeur âcre et nauséabonde. Au loin, les bêtes démoniaques se mirent à hurler lorsque la pluie toucha leur peau. La pluie était terriblement corrosive. Le corps du guerrier de la guilde tombé commença à fondre et se dissoudre dès qu'il entra en contact. Même les puissantes bêtes démoniaques n'étaient pas épargnées. Le monstre armé d'une hache poussa un cri d'agonie alors que son propre corps commençait à se consumer. Enfoui sous les rochers, Cérès échappa à un impact direct de la pluie corrosive. Mais ce ne fut pas suffisant. La douleur brûlante sur son dos exposé et les fumées toxiques qu'il avait inhalées scellèrent son sort. Il avait été empoisonné. Le flashback se termine par son réveil dans un lit d'hôpital. Là, le médecin donna le verdict dévastateur. Le poison était inconnu et incurable. Au mieux, il lui restait 1 an à vivre. Puis, alors qu'il gisait dans le lit d'hôpital, désespéré, un message mystérieux apparut devant lui. Ce fut une lueur d'espoir. Le sang d'un démon immortel pourrait le guérir. Cérès fut stupéfait, n'ayant jamais vu une telle fenêtre flottante auparavant. Le système lui fit alors une offre qu'il ne pouvait refuser. Se lier à lui, et il lui donnerait un indice pour trouver le remède. N'ayant pas d'autre choix et sa vie en jeu, il accepta sans hésiter l'offre du système. Après la liaison, le système fournit l'indice crucial. Le sang du démon immortel était conservé dans un endroit appelé le donjon de Ney. De retour au présent, le flashback se termine. Cérès achève son récit, expliquant à Bella que son seul espoir de guérison se trouve dans ce donjon même. Comprenant maintenant sa situation désespérée, Bella accepte d'aider. Grâce à la carte, Cérès trouve une salle proche avec des provisions, et ils s'y dirigent ensemble. Ils traversent la vaste salle détruite où ils ont atterri, se dirigeant vers leur premier objectif. Pendant ce temps, dans une autre partie du donjon, une escouade lourdement armée de guerriers avance en formation serrée le long d'un long couloir étrangement silencieux. Le silence est brisé par un craque soudain venant du plafond. Le chevalier de tête lève les yeux, alarmé, portant son bouclier en l'air dans une réaction instinctive désespérée. Les yeux du guerrier s'écarquillent de stupeur lorsqu'il réalise ce que ce bruit signifiait. Un piège jaillit du plafond, une énorme pointe qui transperce en un instant le porteur de bouclier. L'escouade pousse un cri d'alarme, réalisant trop tard qu'elle est tombée dans une embuscade mortelle. Le bouclier du chevalier se brise tandis que le sang jaillit de son casque, sa vie éteinte en un instant brutal. Alors que le chaos éclate, une voix autoritaire perce la panique. Le vice-capitaine Tyler, un guerrier de rang B, s'avance et ordonne à son escouade de s'arrêter, concluant le chapitre sur une note tendue. Dans un couloir gothique sombre, les membres de la Slayer Squad sont figés par la peur. Ayant déjà perdu des camarades à cause des ruses du donjon,
Ils savent que tout mouvement brusque pourrait déclencher un autre piège mortel. Les chevaliers sont submergés par le désespoir. Même Claude, qui avait la défense la plus solide parmi eux, a été tué instantanément. Avec leur équipe de chair à canon déjà sacrifiée, ils n'ont plus personne pour dégager le chemin traître qui les attend. Malgré le désespoir, un chevalier déclare qu'ils sont allés trop loin pour faire demi-tour maintenant. D'un claquement résolu des bottes blindées, quelqu'un s'avance, refusant d'abandonner. Celui qui se porte volontaire est le capitaine de rang A de la Slayer Squad, Hills. Cependant, il ne se propose pas lui-même. Au lieu de cela, il pointe froidement et donne un ordre cruel, que le membre le plus bas gradé y aille en premier. Sans hésiter, le capitaine Hills pousse en avant un membre terrifié de rang D, Maxwell. Maxwell chancelle, expulsé de la relative sécurité du groupe pour devenir un démineur humain. L'ombre de Hills se dresse au-dessus du Maxwell horrifié, qui est tombé à genoux. Il ordonne au jeune homme d'avancer et de trouver le bon chemin, utilisant sa vie pour cartographier les pièges. Alors que Maxwell tremble, incapable de bouger, Hills place son épée près de son visage, lui rappelant les conséquences fatales de la désobéissance à un ordre direct. Maxwell est pris entre deux morts certaines. Un gros plan extrême sur le visage de Maxwell révèle la pure terreur d'un homme face à sa fin imminente. La sueur coule sur son visage, tandis que ses yeux s'écarquillent dans une panique absolue. Juste au moment où Maxwell se résigne à son sort, un chevalier aux cheveux blonds intervient soudainement, suppliant Hills d'attendre. Il présente un dispositif magique en forme de flèche, offrant une lueur d'espoir. Il explique qu'il peut rebondir entre les surfaces pour détecter au moins un piège, donnant à Maxwell une chance de survie. Cependant, cette lueur d'espoir est instantanément éteinte. D'un coup froid et rapide de son épée, le capitaine Hills détruit l'appareil avant même qu'il ne puisse être utilisé. L'objet salvateur est brisé, et avec lui, toute chance de Maxwell. Les morceaux brisés de la flèche magique tombent au sol, emportant avec eux le dernier lambeau d'espoir de Maxwell. Il ne peut que regarder, le visage figé dans un désespoir total, alors que sa seule chance de survie est détruite. Le capitaine Hills tourne alors son attention vers le chevalier blond qui a osé intervenir. Il brandit son épée, le menaçant de le tuer s'il tente encore un acte inutile de compassion, renforçant ainsi son autorité cruelle sur l'escouade. Le chevalier blond baisse la tête, vaincu en silence. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais face à la tyrannie de son capitaine, il est impuissant à sauver son camarade. Le dissident réduit au silence, il se concentre de nouveau sur Maxwell. Il ordonne froidement au jeune homme, dont les jambes tremblent de façon incontrôlable, de se lever et de poursuivre sa marche funeste. Paralysé par la terreur pure, tout le corps de Maxwell tremble. Tout son courage l'a quitté. Voyant cela, son capitaine se contente de lui crier « Va ». Finalement, n'ayant pas d'autre choix, Maxwell se soumet. Il soulève lentement sa botte, se préparant à poser son premier pas dans l'étendue mortelle et inconnue du couloir piégé. Avec une résolution lugubre, Maxwell plante son pied fermement sur la dalle suivante. Le lourd pas résonne dans le hall, chaque son marquant un pari sur sa propre vie. Il a survécu. Maxwell pousse un souffle tremblant, la sueur coulant sur son visage. La première dalle était sûre, mais le soulagement momentané est immédiatement remplacé par l'angoisse écrasante de ce qui suit. Son esprit s'emballe, tandis qu'il fixe la grille de dalles devant lui. Laquelle doit-il fouler ensuite? Celle-ci ou celle-là? Chaque pas potentiel est un pari, et la tension mentale de la décision est immense. Voyant Maxwell hésiter, le capitaine Hills hurle impatiemment depuis l'arrière de la salle. Sans empathie pour le tourment qu'il inflige, il ordonne à Maxwell d'arrêter de perdre du temps et d'y aller. Poussé par les cris cruels de son capitaine, Maxwell force ses jambes tremblantes à bouger encore une fois, posant le pied sur une autre dalle. Le tourment psychologique se lit clairement sur son visage. Il est trempé de sueur, ses traits déformés par une expression de pure angoisse alors qu'il endure cette lente torture. Il fait un autre pas lourd et, miraculeusement, il est de nouveau en sécurité. À l'arrière-plan, le capitaine Hills observe sans émotion. Maxwell halète, reprenant son souffle après un autre pari réussi. Mais Hills n'offre aucun encouragement réel, seulement un sarcastique « bien joué », avant de lui ordonner immédiatement de « continuer ». La pression implacable finit par briser ses nerfs. Des larmes coulent sur le visage de Maxwell, tandis que la certitude de son destin le consume. « Je vais mourir. Je vais définitivement mourir. » Souffle-t-il. Son esprit craque. Submergé par une vague de panique, il réalise qu'il ne peut pas faire un pas de plus vers son exécution. Sa volonté de continuer s'évapore. En un instant décisif, son instinct de survie prend le dessus. Il ne peut pas aller de l'avant. Avec un léger bruissement de son armure, il commence à se retourner. Toute discipline a disparu. Maxwell se précipite frénétiquement vers la sécurité, criant qu'il ne veut pas mourir et qu'il veut juste rentrer chez lui. Mais en cet endroit, la retraite n'est pas une option. Au moment où Maxwell se tourne pour fuir, son acte de défi déclenche un piège. Un sinistre « clac » résonne depuis la dalle qu'il vient de quitter. Instantanément, une lance de lumière dorée jaillit du sol avec un « touac » écœurant, le transperçant par en dessous. La force du coup le soulève net de ses pieds, sa vie éteinte en un éclair. Le reste de l'escouade regarde, horrifié. La mort de Maxwell révèle une vérité terrifiante.
Les attaques peuvent venir d'en dessous, de n'importe quelle direction, et elles se matérialisent si vite qu'il est impossible d'esquiver. Leur situation est passée de critique à complètement désespérée. Le corps sans vie de Maxwell tombe sur le sol froid et dur d'un lourd-tude. Tandis que ses camarades restent figés de stupeur, le capitaine Hills se tient au-dessus du cadavre, parfaitement indifférent. Pour lui, la perte d'un subordonné de rang n'est rien de plus qu'un inconvénient mineur. Une fois le passage dégagé, le capitaine Hills ordonne avec arrogance que le membre le plus bas gradé de l'expédition s'avance, ayant l'intention de l'utiliser comme pion jetable. Soudain, une immense porte ornée à l'extrémité de la grande salle commence à s'ouvrir d'elle-même, stupéfiant le capitaine Hills qui lui tournait le dos. Un soldat alerte son chef en criant « Capitaine Hills !» La porte est ouverte. Le capitaine se retourne, le visage qui se durcit en évaluant la situation inattendue. Depuis l'embrasure maintenant ouverte, un jeune guerrier aux cheveux bruns jette un coup d'œil prudent dans la grande salle, l'expression à la fois surprise et appréhensive. Le guerrier, Cérès, se découvre lui-même et sa coéquipière, une blonde nommée Bella, inexplicablement en train de flotter le long du flanc de la massive structure. Il se demande, confus, comment ils ont pu se retrouver là. L'un des hommes du capitaine Hills aperçoit les survivants montant le mur et hurle sous le choc. « Capitaine !» Ce sont l'équipe d'Appa. Le capitaine Hills est furieux. L'équipe d'Appa était censée être anéantie. Il fulmine intérieurement, se demandant si ce survivant a désobéi à ses ordres. Pendant ce temps, un autre soldat s'écrie, soulagé, « Bella !»« Dieu merci, tu vas bien !» Le visage déformé par la rage, le capitaine Hills hurle sur le seul survivant, sa voix résonnant dans la salle. « Cérès, espèce de salaud! Pourquoi es-tu encore en vie ?» Face à la rage bouillonnante du capitaine, Cérès reste parfaitement impassible, le regard calme, presque détaché, et se contente de dire « Oh !» Cette réponse nonchalante jette de l'huile sur le feu et pousse Hills à bout. Pour comprendre cette haine profonde, la scène revient en flashback au jour précédant l'expédition. Là, un capitaine Hills furieux confronte un Cérès défiant, qui tient bon en exigeant « Dis-moi ». C'est à ce moment que leur conflit a vraiment commencé. Le flashback continue et révèle la source du conflit. Dans un accès de rage, le capitaine Hills appuie une lame contre la gorge de Cérès, exigeant de savoir comment il connaît la couleur des sous-vêtements de sa femme, tandis que ses subordonnés tentent de le retenir. Cérès, le visage impassible, donne une explication ridicule. Il affirme qu'il aiguise ses instincts de combat, une aptitude qui lui permet de percevoir la couleur de tout ce qui l'entoure. Peu convaincu, le capitaine Hills, enragé, accuse Cérès d'avoir une liaison avec sa femme Shirley et le menace de le tuer sur le champ tandis que ses hommes tentent désespérément de le calmer. Feignant l'indignation, Cérès se frappe la poitrine en déclarant qu'il n'acceptera pas l'insulte portée à son intégrité et qu'il prouvera la véracité de sa étrange capacité. À la stupéfaction générale, Cérès utilise alors son pouvoir pour identifier correctement la situation des sous-vêtements des subordonnés de Hills. L'un porte du rose, un autre n'en porte pas du tout, et deux portent une paire assortie. Humilié et furieux, l'un des subordonnés presse le capitaine Hills de tuer Cérès pour l'embarras causé. Hills reste silencieux, le visage figé dans une colère glaciale. Cependant, un subordonné plus raisonnable déconseille cette option, soulignant que le tuer en ville serait illégal et poserait problème si le corps était retrouvé. Il demande alors à Hills un plan alternatif. Le subordonné élabore une solution sinistre. Affecter Cérès à elle, équipe d'Appa, pour la mission suivante, un poste d'où personne n'est censé revenir. Ainsi, raisonne-t-il, on s'assure légalement de la mort de Cérès. Le flashback se conclut et retourne au présent dans le donjon. Cérès, maintenant entièrement équipé, analyse calmement la situation. Il se dit que ce n'était qu'un détour pour changer d'équipement et qu'il ne s'attendait pas à croiser la Slayer Squad, sarcastiquement concluant qu'ils doivent être perdus. Son monologue intérieur est interrompu lorsque le capitaine Hills le pointe depuis l'autre côté de la vaste salle. Réaffirmant sa dominance, il stonne « Cérès, toi, viens ici ». C'est un ordre du capitaine de la Slayer Squad. Le ton rend ses intentions meurtrières parfaitement claires. Alors que le capitaine Hills donne l'ordre, Cérès comprend immédiatement la cruauté de l'intention. Une fois de plus, utiliser un membre de rang inférieur comme déminage jetable. Sur le côté, Bella le supplie urgemment de ne pas bouger. Le soldat aux cheveux blonds, Tyler, tente de raisonner le capitaine. Il fait remarquer que si l'équipe d'Appa peut traverser vivante, l'escouade principale pourra simplement suivre leur chemin, évitant tout risque supplémentaire pour ses propres membres. Avec un sourire sinistre, le capitaine Hills rejette l'idée. Il affirme que, puisque des dizaines de membres précieux ont déjà été perdus pour arriver jusqu'ici, ils ne peuvent pas se permettre de faire demi-tour maintenant, retournant la perte en justification pour continuer. Il se tourne ensuite vers Tyler, le menaçant froidement que s'il n'aime pas la décision, ce sera lui le prochain envoyé pour dégager le chemin. La menace fonctionne et réduit au silence toute dissidence. Revenant son attention sur Cérès, Hills raillerie les instincts finement accordés que Cérès prétend posséder. Il déclare qu'il est temps d'utiliser cette compétence au bénéfice de l'équipe, lui rappelant les conséquences sinistres en cas de désobéissance. Un son de notification retentit alors qu'une fenêtre système apparaît devant Cérès, MAD activé. Avec son arme secrète désormais en ligne, Cérès accepte calmement la mission suicidaire,
se contentant de répondre « D'accord ». Bella se précipite aux côtés de Cérès, le suppliant de ne pas y aller, convaincu que le passage est un piège mortel. Mais Cérès la rassure, affirmant qu'il doit obéir à l'ordre du capitaine mais qu'il ira bien. Tandis que toute la Slay Squad observe, Cérès fait son premier pas sur le couloir piégé. Un observateur note qu'il a avancé sans la moindre hésitation. Les membres de l'escouade qui regardent sont dans l'incrédulité la plus totale, murmurant entre eux. Ils ne peuvent pas croire que ce guerrier de rang F tente sérieusement de traverser un couloir piégé en se fiant à ce qu'ils supposent n'être qu'une simple intuition. Mais Cérès n'utilise pas l'intuition. Une fenêtre système, invisible aux autres, sonne et lui donne sa première instruction. 3 cases en avant et 2 à gauche. Il a maintenant son code de triche pour survivre. Suivant les indications du système, Cérès avance avec confiance de 3 pas consécutifs sur le sol piégé. L'escouade qui regarde est stupéfaite qu'il demeure indemne. Le capitaine Hills ricane, attribuant cela à la pure chance et prédisant sombrement que sa fortune ne tiendra pas longtemps. Exécutant parfaitement l'ordre du système, Cérès pivote ensuite, se préparant à faire 2 pas vers la gauche. Son changement soudain de direction provoque une nouvelle vague de choc parmi les membres de l'escouade, qui n'en croient pas leurs yeux. Il bouge encore et, plus important, il est toujours en vie. Au contact du sol, l'un des soldats panique, pensant qu'un piège a enfin été déclenché, mais un autre indique rapidement qu'il est encore en sécurité, pour l'instant. Alors que Cérès poursuit sa marche inflexible, l'escouade peine à comprendre ce qui se passe. Il rationalise que ce doit être de la chance. Il est impossible qu'un membre de bar possède des informations aussi précieuses sur le chemin après tant de pertes d'élite. Cérès effectue alors un saut soudain, un mouvement si téméraire que l'escouade est certaine que sa chance l'a enfin abandonné et qu'il a sauté vers sa perte. Il atterrit en vacillant légèrement, feignant une perte d'équilibre pour donner l'impression que l'exploit quasi mortel n'était qu'un pas maladroit et dangereux. Le capitaine Hills reste sans voix. Il fixe, incrédule, incapable de comprendre comment le saut n'a déclenché aucun piège, ruinant complètement son plan. Une fois de plus, le système intervient avec une nouvelle instruction simple pour le prochain mouvement de Cérès, 5 cases en avant. Suivant les indications du système, Cérès poursuit son allure régulière, sachant qu'il est à quelques pas seulement de dégager le couloir mortel. La Slayer Squad observen silence, abasourdie. Le capitaine Hills a du mal à croire ce qu'il voit, marmonnant que le guerrier de rang F va réellement traverser. Cérès fait le pas final et décisif, atterrissant sur un sol solide juste à côté du corps d'un camarade tombé de l'équipe d'APA, un sinistre rappel du destin qu'il vient d'éviter. Avec un sourire triomphant, Cérès se poste directement devant le capitaine Hills, stupéfait, au moment même où une notification système malicieuse annonce gaiement son arrivée. Les membres de l'escouade se pressent autour de lui, l'esprit en ébullition. Ils refusent d'accepter ce qu'ils viennent de voir, débattant encore pour savoir s'il a survécu par pure chance ou s'il possède réellement une sorte de don intuitif pour détecter les pièges. Regardant le capitaine Hills droit dans les yeux, Cérès répète avec suffisance son excuse précédente, affirmant que c'est son entraînement qui l'a sauvé, et ajoute sur un ton appuyé qu'il n'a rien à voir avec la femme de Hills, Shirley. Humilié et furieux, Hills craque et porte un coup d'épée vers Cérès. D'un simple clang, Cérès bloque la frappe sans effort, poussant un soupir d'ennui comme s'il gérait la crise d'un enfant. Intérieurement, le capitaine Hills bouillonne. Il refuse de croire que ce n'était que de la pure et stupide chance. Il s'accroche à l'idée que Cérès n'est qu'un imbécile chanceux dont la veine se tarira. Puisque Cérès a prouvé son aptitude étonnante, Hills prend une décision. Il déclare qu'à partir de ce moment, Cérès sera celui qui ouvrira la voie. Ainsi, la Slayer Squad poursuit plus profondément dans le donjon, suivant désormais le guerrier de rang F qu'ils avaient prévu de sacrifier, Cérès acceptant à contre-cœur de prendre la tête. En ouvrant la marche, Cérès aperçoit une paire de champignons violets étranges. Son système sonne immédiatement, les identifiant comme des champignons moutardes, bénéfiques pour les bêtes démoniaques, mais puissants laxatifs pour les humains. Une occasion de vengeance vient de se présenter. Faisant semblant, Cérès regarde le groupe en arrière, feignant de s'inquiéter pour une coéquipière. Il murmure pour lui-même. Elle a faim? Peut-être que je peux lui prendre des champignons? Son plan en marche, Cérès se penche et cueille soigneusement les 2 champignons moutardes posés sur le sol de pierre. Il entame alors une mise en scène élaborée, reniflant le champignon et bavant comme si c'était la chose la plus délicieuse qu'il ait jamais vue. Il se demande à voix haute si, malgré son caractère impropre à la consommation, peut-être qu'un petit coup de langue irait. L'appât fonctionne. Le capitaine Hills s'approche derrière Cérès accroupi et exige agressivement de savoir ce qu'il tient. Ceres répond innocent, champignon. Avant que Hills ne lui frappe la main et ne crie « Donne-le-moi ». Alors que Cérès feint la réticence, le capitaine Hills arrache le champignon et le fourre goulûment dans sa bouche, déclarant avec arrogance que toutes les ressources trouvées dans le donjon lui appartiennent ainsi qu'à sa Slayer Squad. En mâchant, Hills pousse Cérès du doigt de manière menaçante dans la poitrine, lui rappelant qu'il ne peut rien prendre sans permission avant de l'ordonner de retourner en tête de la file. Soudain, l'attitude de Cérès change complètement. Il devient d'une obéissance enthousiaste, jurant de suivre les ordres du capitaine sans question. Ce brusque changement rend Hills méfiant. Pendant ce temps, à l'arrière du groupe, un guérisseur soigne les blessures de Bella. Le vice-capitaine, Tyler, s'excuse auprès d'elle, disant qu'il ne savait pas qu'elle avait été affectée à la malheureuse équipe d'APA et qu'il aurait pu la faire réaffecter. Bella baisse les yeux et avoue solennellement
je me suis porté volontaire pour cette équipe. Tyler réagit avec un choc total, incapable de comprendre pourquoi elle aurait volontairement rejoint une escouade suicide. La raison de sa décision devient claire quand elle se remémore un moment récent. Cérès, grâce à son savoir étrange, indiquant le chemin correct vers le boss final, prouvant qu'il en savait plus sur le donjon que quiconque. Elle a choisi de le suivre. De retour au présent, le guérisseur termine son travail sur Bella. « J'ai réparé ton os cassé », dit-elle. Bella la remercie doucement tandis que Tyler regarde, toujours inquiet. Tyler attire l'attention de Bella, le ton sérieux, prêt à lui faire la leçon sur sa décision imprudente. Il explique la dure réalité de la structure de la guilde. Elle, équipe d'appât, est composée des membres les moins gradés, utilisés comme de la chair à canon pour dégager les chemins. Pour lui, rejoindre cette équipe pour protéger un guerrier de rang F comme Cérès était un acte suicidal. Il la supplie de ne plus être si stupide, la pressant de rester à ses côtés. En tant que guerrier de haut rang B, il insiste sur le fait que c'est lui qui peut véritablement la protéger. La scène revient à l'avant du groupe, où Cérès et le capitaine Hills se tiennent devant la porte finale. Cérès la déclare sûre, mais Hills, toujours paranoïaque et cruel, ordonne que ce soit Cérès qui l'ouvre, à sa grande stupeur. Hills le nargue, affirmant qu'il ne risquera aucun de ses membres capables, insultant directement Cérès comme jetable. Il lui intime d'arrêter de perdre du temps et d'ouvrir la porte. D'un coup décisif, Cérès plante fermement ses mains sur la grande porte. Le moment de sa vengeance est arrivé, il lui suffit de pousser. Alors que la lourde porte commence à céder, Cérès jette un regard en arrière vers l'escouade, le visage empreint d'une intense gravité. La porte s'ouvre. Tout le monde, restez sur vos gardes. Crie-t-il, la voix volontairement aiguë, augmentant la tension des déjà nerveux. Au moment où la tension atteint son paroxysme, le capitaine Hills ressent un violent grondement dans son estomac. Le champignon moutarde commence à faire effet. Saisissant l'instant parfaitement timing, Cérès pousse la lourde porte et crie « Attention au piège !» Son avertissement fait bondir de peur l'escouade déjà sur les nerfs. Cérès s'avance seul dans l'obscurité au-delà de l'embrasure, disparaissant de la vue de l'escouade. Le reste de la Slayer Squad dégaine leurs armes, se préparant à une attaque. Ils s'échangent des avertissements, s'attendant pleinement à voir surgir un monstre ou une volée de flèches depuis l'obscurité. Mais au lieu d'un monstre, une odeur étrange et nauséabonde s'échappe de la direction du capitaine. Un soldat proche renifle l'air, perplexe. Hills panique, réalisant avec horreur ce qui vient de se produire. Un unique pas sinistre résonne depuis la pièce sombre où Cérès a disparu. L'escouade aperçoit Cérès, debout juste à l'intérieur du seuil, apparemment indemne. Tentant de garder contenance, ils ordonnent à Cérès un rapport, tout en serrant désespérément ses fesses et en jurant contre le timing catastrophique de son ventre retourné. Une réalisation horrifiante frappe Hills, le champignon en est la cause. Il sait que s'il bouge trop, le grondement de son estomac mènera à une issue bien plus explosive et humiliante. Jouant son rôle à la perfection, Cérès regarde en arrière avec un sourire malveillant. Il livre un faux compte rendu destiné à maximiser le chaos. D'après ce que je peux voir, il y a des pièges partout. Cérès fait un seul pas bruyant en arrière vers l'escouade, signal délibéré que la fuite a commencé. Il se met immédiatement à sprinter, criant à tout le monde de le suivre. En arrière-plan, un Hills paniqué hurle un ordre contradictoire. Marche, ne cours pas. Un commandement né d'un pur instinct de préservation. La panique feinte de Cérès fonctionne à merveille. Toute l'escouade commence à fuir, complètement confondue. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils fuient, seulement que le fait de courir implique un danger. Les bousculades provoquées par la fuite paniquée se révèlent trop pour le capitaine Hills. Un son explosif et incontestable de « pouf » s'échappe de son armure. Une vague d'horreur traverse le visage du capitaine tandis qu'il réalise, avec un désespoir naissant, qu'il ne peut plus retenir les effets catastrophiques du champignon moutarde. L'odeur qui en résulte frappe l'escouade de plein fouet. Dans leur état d'alerte, ils confondent immédiatement l'odeur avec un piège mortel, criant qu'ils ont déclenché un gaz empoisonné et qu'il faut fuir. Pour sauver la face, ils entrent dans leur délire. Rougissant de honte mais désespérés de cacher la vérité, ils leur hurlent de courir pour leur vie, sinon ils seront tous empoisonnés. Après que le chaos se soit apaisé et que l'air se soit éclairci, Cérès s'appuie contre un mur, jouant la comédie d'un épuisement causé par l'étroite échappée. Sa mise en scène est de courte durée. Un Hills furieux lui marche dessus. Haletant, Cérès lève les yeux pour faire face à la fureur à peine contenue du capitaine. Hills le saisit, le visage fermé par la suspicion. Il accuse Cérès d'avoir su ce que faisait le champignon et d'avoir délibérément provoqué la panique. Cérès, toutefois, fait l'innocent, demandant d'un air fin. Qu'est-ce qui pourrait bien ne pas aller avec le champignon? Voyant la détresse du capitaine, Cérès feint l'inquiétude, saisit le bras de Hills comme pour le soutenir tout en niant calmement connaître les effets du champignon. Un des subordonnés distraits, pensant que le capitaine est simplement fatigué par le combat, apporte une grosse pierre pour qu'il s'asseye. Ce geste bien intentionné ne fait qu'ajouter à l'humiliation profonde de Hills. Fear breeze. Hills explodes de rage. Il botte violemment le subordonné serviable et ordonne à l'escouade désemparée de cesser de traîner et de partir immédiatement. Sa colère se reporte alors sur sa cible principale. Il affronte Cérès, brandissant son épée et hurlant « Et toi ?» Hills menace de tuer Cérès s'il ose courir ou tenter d'autres coups. Cérès, cependant,
se contente de sourire et d'acquiescer. Son obéissance enjouée exaspère encore plus le capitaine humilié. Alors qu'ils avancent, la caméra se focalise sur une dalle de sol gravée de l'image d'un serpent enroulé, suggérant un nouveau type de danger. Cérès avertit calmement son équipe de ne pas marcher sur la dalle gravée. Inaperçue des guerriers, une bête monstrueuse et endormie s'agite dans les ténèbres sous le sol, troublée par leur présence. Arrivés maintenant dans une grande caverne ouverte, Cérès continue de mener la voie, pointant leur destination finale. Des ombres se meuvent dans l'obscurité autour d'eux. Les yeux rouges et luisants de créatures géantes et monstrueuses, un énorme serpent et une bête semblable à un scorpion, observent l'escouade qui passe. Un nouvel avertissement clignote sur le système de Cérès, ne pas toucher. Son regard se pose sur une énorme stalactite acérée pendue au plafond. Il en déduit à juste titre que ce doit être le piège final avant la salle du boss. Le capitaine Hills devient de plus en plus méfiant. Il ne comprend pas pourquoi le chemin est soudainement devenu si sûr, sans piège ni bête démoniaque en vue. Il envisage un instant que Cérès soit déjà venu ici, mais son préjugé contre les guerriers de Baran le fait écarter l'idée. À ses yeux, il est impossible qu'un faible de rang F comme Cérès ait survécu jusque-là tout seul. Ses pensées sont interrompues lorsque Cérès se retourne et annonce qu'ils approchent de la salle du boss final. Une pensée sinistre traverse l'esprit de Hills. Avec la salle du boss devant eux, l'utilité du guerrier de rang F comme déminage est terminée. Qu'il s'agisse de chance ou de compétence, Hills décide que le temps de Cérès s'est écoulé. Il s'arrête directement sous la massive stalactite pointue. C'est là que Hills décide de passer à l'action. Pensant que Cérès est distrait, Hills sort son épée, y canalisant une énergie bleue lumineuse pour une frappe soudaine et décisive. Il abat sa lame énergisée, visant à abattre Cérès par derrière. Mais l'attaque ne touche pas Cérès. Au lieu de cela, l'arc d'énergie file à côté de lui et frappe directement la base de la massive stalactite suspendue au plafond. L'attaque du capitaine atteint la massive stalactite, brisant sa base. Alors que le plafond commence à se fissurer et à gémir, Cérès lève les yeux, sa stupeur devenant horreur lorsqu'il réalise que Hills n'a pas manqué. Il a délibérément déclenché le dernier piège. Un sourire méchant se répand sur le visage de Hills, tandis que l'énorme roche entame sa descente. Pour lui, le plan est parfait. Il est naturel qu'un guerrier de rang F meure dans un « accident de donjon ». Personne ne soupçonnerait jamais un acte criminel. Le boss, un monstrueux scorpion marionnette, est réveillé par l'attaque du capitaine. Sa massive queue frappe le sol, et Cérès parvient tout juste à plonger pour l'éviter. Le dard de la créature jaillit en avant comme un projectile tournant, un flou d'énergie noire. La force de l'attaque fait tomber l'épée du capitaine Hills de sa main, et il la récupère avec un regard de pure stupeur. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, la massive queue du scorpion fouette et frappe Hills avec une force énorme, le projetant à travers la caverne tandis que ses compagnons crient son nom. Le boss récemment réveillé poursuit sa fureur, frappant le sol et provoquant la dispersion des membres effrayés de l'escouade. L'assaut du monstre déclenche une réaction en chaîne, et toute la caverne commence à s'effondrer. Alors que d'énormes rochers tombent du plafond, Cérès réalise avec horreur que la chambre entière est en train de s'écrouler. Cérès se précipite désespérément pour se mettre à couvert tandis que l'éboulement s'intensifie, l'enfermant au milieu des débris tombants. Le capitaine Hills, ayant survécu au coup initial, se relève des décombres. Sa seule pensée est sa propre survie, soulagé d'avoir réussi à bloquer le pire de l'attaque avec son épée. La poussière commence à retomber, révélant Cérès piégé et isolé derrière un mur de pierres effondrées. Alors qu'il évalue sa situation désespérée, une voix calme et froide perce le silence d'en haut. Pourquoi y a-t-il encore un humain ici? En levant les yeux, Cérès voit une mystérieuse femme aux oreilles pointues descendant gracieusement des ténèbres. Il a survécu à la trahison de son capitaine et à l'effondrement du donjon, pour être maintenant confronté à une entité puissante et inconnue qui se dresse entre lui et le chaos qui se déroule. La mystérieuse femme regarde la scène du chaos, l'humain piégé, le monstre en furie, avec une expression de pur mépris, prononçant une seule phrase méprisante. Quel dégoût! La scène se déplace de l'autre côté des débris, où le reste de l'escouade slayée s'est engagé contre le scorpion marionnette. Une volée de flèches magiques pleut sur le monstrueux boss. La créature agile esquive d'habilement l'assaut, grimpant sur une paroi rocheuse pour éviter les projectiles entrants. Tandis que l'escouade poursuit son attaque, les flèches ricochent sans effet contre la carapace épaisse et blindée du scorpion. Maintenant profondément en colère, la bête laisse échapper un rugissement furieux, son visage s'illuminant d'une énergie verte. Le scorpion marionnette déclenche sa propre contre-attaque, une puissante onde d'énergie noire qui fonce vers l'escouade. Les tanks de l'équipe se préparent, levant leurs boucliers et peinant à tenir leur position contre la puissante déflagration. L'ampleur même du monstre est écrasante alors qu'il se dresse au-dessus du petit groupe de guerriers embusqués. Une fenêtre système révèle l'identité de la créature. Une menace de niveau B+, le scorpion marionnette. Le nom confirme les pires craintes de l'escouade, mais ajoute aussi un nouveau mystère. Il est la marionnette de quelqu'un nommé Satil. Avec leur capitaine hors d'état, le sous-capitaine Tyler prend la tête pour commander l'escouade meurtrie. Il ordonne aux tanks de former une ligne, leur grand bouclier étant le seul espoir d'arrêter la fureur du monstre. Suivant l'ordre de Tyler, les porteurs de boucliers enfoncent leurs immenses boucliers tours dans le sol, formant un mur défensif solide contre l'avancée du monstre. Les tanks se préparent à l'impact, s'ancrant fermement alors qu'ils se préparent à recevoir toute la force du boss de rang B+.
Avec la ligne de front attirant l'attention de la bête, Tyler ordonne aux archers en retrait d'ouvrir le feu. Les archers de l'escouade bandent leurs arcs à l'unisson, lâchant une volée de flèches magiques et lumineuses sur le monstre. Mais l'attaque est inutile. Tyler regarde avec horreur alors que l'aura puissante du scorpion marionnette dévie chaque flèche. La bête reste complètement indemne, prouvant que les attaques conventionnelles de l'escouade n'ont aucun effet. S'étant remis de sa chute, le capitaine Hills tente de rallier les soldats démoralisés, leur criant d'attaquer ensemble et de ne pas avoir peur d'une seule bête. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'éboulis, Cérès entend un bruissement dans l'obscurité devant lui, se demandant s'il va devoir affronter un autre monstre seul. Sa question reçoit une réponse sous la forme d'un éclair de lumière dans les ténèbres, alors qu'un projectile aigu est lancé directement vers lui à une vitesse incroyable. Cérès esquive en arrière, mais pas assez vite. Le projectile, le dard du scorpion, manque son corps mais s'écrase au sol, sa pointe acérée perçant sa cape et le clouant contre le mur de débris. Coincé contre le mur de décombres, Cérès examine l'appendice acéré qui le maintient prisonnier. La roche derrière lui se fissure sous l'immense pression, mais son attention reste purement analytique alors qu'il tente de comprendre la nature de la bête, se demandant à voix haute « Est-ce la queue ?» Poursuivant seul son avancée dans le donjon, Cérès est soudainement pris en embuscade. Un scorpion marionnette massif, bardé d'armure violette, jaillit dans les airs, sa queue acérée prête à frapper. La tête de la marionnette est montrée en gros plan, ses yeux menaçants brillant d'une lueur verte toxique tandis qu'elle pousse un hurlement assourdissant qui résonne dans la caverne. Imperturbable, Cérès esquive l'assaut initial et riposte avec une vitesse incroyable. Il déclenche une attaque puissante qui s'écrase violemment contre le corps blindé de la marionnette. La force même de l'impact envoie Cérès glisser en arrière, sa botte blindée crissant contre le sol de pierre tandis qu'il gère habilement le recul. Au lieu de battre en retraite, Cérès réduit la distance. Il fait un pas ferme en avant, semblant se préparer à affronter la gigantesque marionnette au corps à corps. Le regard empreint d'une détermination farouche, Cérès ramène son poing en arrière, canalisant sa puissance. Il pousse un cri, annonçant la force de son prochain coup, un coup de poing de 3190 points d'attaque. Wham! Le poing de Cérès s'abat sur la poitrine du scorpion marionnette avec une force immense, créant une puissante onde de choc d'énergie à l'impact. Le coup est si dévastateur qu'il déchire la carapace blindée de la marionnette. Cérès réapparaît de l'autre côté, tandis que le corps du monstre commence à se fissurer de l'intérieur. La bataille se termine en un instant. La queue segmentée du scorpion frappe le sol dans un lourd « tude », sa liaison rompue alors que son corps se désintègre. Un dernier « clang » résonne tandis que la queue inerte retombe parmi les fragments de métal éparpillés. Mais le silence de la victoire est de courte durée, car le combat de Cérès est loin d'être terminé. Juste au moment où Cérès se tient au-dessus des restes de son adversaire, une voix résonne depuis l'obscurité au-dessus. Elle le félicite condescendamment d'avoir pulvérisé une des marionnettes scorpions d'un seul coup. Haletant, Cérès sait qu'il ne peut pas gaspiller son énergie dans des combats inutiles. Sa priorité est l'antidote dans la salle du boss. Il a une carte et prévoit de trouver un détour pour échapper à cette nouvelle menace invisible. La maîtresse des marionnettes se révèle. Une fenêtre de statue l'identifie comme Satyl, une bête démoniaque de rang A. Elle remarque que peu importe la destruction de sa marionnette, elle comptait de toute façon jeter tout ce qui a été touché par des humains dégoûtants. Satyl détourne le regard avec mépris, mentionnant d'un ton désinvolte qu'elle voulait que la marionnette lui arrache la tête. Mais maintenant, elle devra s'en charger elle-même. Cérès est pris de court, prenant conscience qu'il fait face à une bête démoniaque de haut niveau. Il rétorque avec défi, lui disant que sa tête n'est pas quelque chose qu'elle peut simplement arracher à main nue. Satyl laisse échapper un « interrogatif, amusé par son audace. Elle le regarde avec un mépris total, affirmant qu'elle ne toucherait jamais son corps dégoûtant de ses mains. Un gros plan montre les yeux cruels et jaunes de Satyl se plisser. Une faible énergie commence à tourbillonner autour de ses doigts, tandis qu'elle regarde Cérès avec une intention prédatrice. Elle révèle que ses amis se battent eux aussi pour leur vie, mentionnant qu'elle peut tuer les humains là-dehors d'une seule main. Une vignette rapide montre l'équipe du capitaine Hills affrontant une autre marionnette scorpion. Dominant la scène, Satyl expose froidement son plan. D'abord, elle le tuera. Ensuite, elle passera à l'extermination de tous les humains à l'extérieur. Cette menace est la goutte de trop. Le plan de fuite de Cérès s'évanouit, remplacé par une pure et juste fureur. Il rugit qu'en tant que guerrier, son devoir est de protéger l'humanité, et qu'il utilisera tout ce qu'il a pour l'arrêter ici et maintenant. Alors que Cérès se fortifie dans sa résolution, une notification apparaît devant lui. Sa capacité unique s'active. Système activé. Satyl n'est pas impressionné par sa déclaration. D'un méprisant « vraiment », elle bondit dans les airs, lançant un coup de pied hachoir d'une vitesse foudroyante visant directement sa tête. Mais Cérès réagit en un instant. À la surprise de Satyl, il attrape sa jambe juste avant que l'impact ne se produise, ses mains se refermant fermement. Il lève les yeux, choqué d'avoir réussi à bloquer le coup. Un flou de mouvement montre la lutte alors que Cérès, utilisant ses gantelets blindés, parvient à dévier l'attaque puissante de Satyl. Cependant, Satyl tire parti de son élan et de sa force supérieure pour le maîtriser, le projetant au sol avec un fracas et l'immobilisant sous sa jambe. Alors qu'elle le maintient, une fenêtre système s'affiche, cible verrouillée. Satyl, toutefois, le regarde avec une expression choquée et confuse,
lui disant qu'il a dépassé les bornes. Le contact physique a déclenché quelque chose d'inattendu. Le système révèle alors une étrange nouvelle métrique, conséquence directe du contact de Cérès avec la bête démoniaque. Indice DE Lust, 16%. Pendant ce temps, la scène coupe sur l'escouade du capitaine Hills combattant leur propre marionnette Scorpion. Ils parviennent à porter un coup lourd au monstre. Parallèlement, le capitaine Hills rallie son escouade, criant que la tête de la bête devient rouge et que leurs attaques fonctionnent enfin, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour l'équipe à l'extérieur. Mais pour Cérès, l'espoir s'amenuise. De retour dans la chambre, Satil le soulève sans effort par le menton, admettant à contre-cœur que sa vitesse est impressionnante pour un humain, avant de déclarer que son voyage s'achève maintenant. La maintenant épinglée avec sa jambe, Satil lui dit avec moquerie que son maître, Lornay, déteste que des humains mettent les pieds dans sa chambre. Cérès ne peut que hurler de douleur sous elle. Alors que ses griffes acérées s'approchent de son visage, l'esprit de Cérès s'emballe. Il sait que cette bête démoniaque est trop forte. Il ne peut pas la laisser sortir et doit l'arrêter ici. Dans un moment de défi désespéré, tandis que son pied l'enfonce, Cérès ouvre grand la bouche et fait l'impensable. Un effet sonore étrange, presque romantique, apparaît tandis que de petits cœurs flottent autour d'un orbe rose, indiquant une réaction inattendue. La froide assurance de Satil se brise complètement. Rougissante, elle pousse un cri de dégoût, outrée par ce que Cérès vient de faire à ses pieds. Sa réaction émotionnelle intense est immédiatement convertie en puissance pour Cérès. Une fenêtre système confirme sa récompense. Agilité plus 220. Pendant ce temps, l'autre groupe ne s'en sort pas si bien. La seconde marionnette Scorpion cloue un membre de l'équipe du capitaine Hills contre la paroi de la caverne. Bizarrement, malgré son attaque violente, la marionnette Scorpion semble rougir et ronronner. Ses yeux brillants envers alors qu'une bave verdâtre coule de sa bouche. Par ailleurs, le soudain silence venant de la direction de Cérès n'échappe pas aux autres. Sa camarade Bella se retourne, inquiète, réalisant que le combat s'est arrêté. Ses yeux tombent sur un tas de rochers effondrés, et elle craint immédiatement le pire. Que Cérès ait été pris dans le feu croisé et soit maintenant piégé. Son expression se durcit et elle prend une décision rapide, je dois le sortir. Bella appelle son camarade Tyler, lui demandant de la couvrir. Elle va sortir Cérès des décombres. Ignorant les supplications de Tyler de l'attendre, Bella se précipite tête baissée vers l'éboulis où elle pense que Cérès est coincé. En courant, elle lance des appels au tas de pierres, disant au Cérès supposément enseveli qu'elle est là et qu'il ira bien. La marionnette Scorpion réagit vite, abandonnant son combat contre les autres pour intercepter la charge de Bella. Mais avant que la marionnette ne l'atteigne, le capitaine Hills intervient, protégeant Bella d'une puissante estocade descendante. Hills déclenche une autre compétence, une fente circulaire d'une vitesse éblouissante qui traverse l'air d'une brillante lueur bleue. Son attaque puissante touche l'armure de la marionnette, mais ne produit qu'un fort clang, échouant à percer son extérieur robuste. Hills enfonce sa lame, l'armure de la marionnette crépitant sous l'immense pression. Tout cela tandis que le monstre continue de rougir et semble étrangement satisfait de l'attention. Observant la lutte, Tyler tente de rassurer Bella, lui rappelant que Cérès est un guerrier et qu'un simple tas de rochers ne devrait pas suffire à le mettre hors jeu. De retour auprès de Satil, elle est encore sous le choc et le dégoût d'avoir eu le pied mordu, traitant Cérès d'homme dégoûtant tandis que son pied dégoûte étrangement. Grâce au gain d'agilité, Cérès se libère enfin de son emprise. Il tousse et halète, une nouvelle fenêtre système confirmant que son agilité a encore augmenté de 340 points. Satil, toujours rouge mais maintenant enragé, le fixe du regard. Elle hurle qu'il a osé salir ses pieds et qu'elle va lui faire payer. Profitant de sa vitesse nouvellement améliorée, Cérès esquive rapidement une autre attaque de Satil. Satil poursuit sans relâche son assaut avec un autre coup de pied puissant, que Cérès parvient à bloquer avec son avant-bras. Elle est trop rapide et trop forte. Elle lui attrape le visage avec son pied griffu, un nouvel écrasement humiliant. Mais alors qu'elle le maintient, Satil est surprise par une sensation inattendue. Une pensée lui vient à l'esprit, totalement contre sa volonté. Son visage est si doux. Une fenêtre système apparaît, apportant une mauvaise nouvelle. Parce qu'il est désarmé, Cérès ne peut pas utiliser sa compétence, fendo instantané. Il jure, réalisant qu'il aurait dû apporter une arme. Sans autre option, Cérès décide de compter sur ses poings. Il se propulse depuis un mur proche, se lançant vers Satil pour un coup de poing en plein vol. Son coup de poing désespéré est futile. Satil l'écarte de l'air comme une mouche, l'envoyant s'écraser violemment contre un tas de rochers avec un bruit sourd douloureux. Satil se dresse au-dessus de sa forme vaincue, son pied appuyé sur lui. Une vague de plaisir inattendu la traverse, et elle chuchote « ça fait tellement du bien ». La pensée involontaire la secoue, tandis que le système confirme son conflit intérieur. L'indice de Lust vient de bondir à 54%. Satil perd sa contenance, se prenant la tête et haletant. Elle dit « oups » en s'interrogeant sur ses propres pensées, rougissant furieusement de ses sensations étranges. Tentant de retrouver sa concentration, elle se rappelle sa mission. Elle doit tuer ce type maintenant, craignant les conséquences si les humains dehors venaient à entrer dans la chambre de Lornay. Elle saisit la queue de Scorpion tombée, encore reliée à elle par un filament d'énergie bleue, se préparant à l'utiliser comme arme. D'un puissant balancement, elle lance la massive pince de Scorpion sur Cérès, qui s'écrase au sol à côté de lui dans un lourd fracas. Cérès se prépare, l'expression grave et concentrée.
Il sait qu'une grosse attaque arrive. Mais cette fois c'est différent. D'un surcroît de vitesse, Cérès esquive facilement l'attaque. Il réalise que l'agilité qu'il a gagnée grâce à elle suffit désormais à éviter ses mouvements. Passant à l'offensive, Cérès concentre de l'énergie magique dans sa main, qui bourdonne et s'illumine d'une puissante aura bleue. Il écrase sa main énergisée directement sur l'arme en forme de pince de scorpion, provoquant une puissante explosion de lumière bleue. Satil lance un autre coup de pied haut d'une vitesse incroyable. Cérès, utilisant sa nouvelle agilité, s'accroupit juste à temps tandis que sa jambe siffle au-dessus de sa tête. Cependant, l'esquive le place dans une position extrêmement compromettante, le visage pressé contre son torse. Il reste figé une fraction de seconde, choqué par ce contact soudain et intime, tandis que le visage de Satil s'empourpre vivement. Réagissant instantanément, Satil projette Cérès contre le mur, utilisant encore sa jambe pour l'épingler par le cou avec un lourd bruit sourd. Rougissante, elle le regarde de haut avec un mélange de colère et d'excitation. « Je t'ai attrapé encore », dit-elle, jurant cette fois de l'étrangler avec sa jambe. Coincé contre le mur, Cérès la fixe avec une détermination farouche, refusant d'abandonner. Cérès la provoque dans sa tête. « Et c'est ma prise maintenant », pense-t-il, tandis que sa main blindée jaillit pour saisir sa jambe. Au moment où sa main entre en contact, Satil pousse un cri, le visage pris entre choc et plaisir. La sensation la replie en arrière, son corps cambrant alors qu'elle fend le mur derrière elle. Le toucher de Cérès a un nouvel effet. Une fenêtre système révèle qu'il vient d'abaisser sa défense de 130 points. Humilié et enragé, Satil se reprend et écrase violemment son pied sur le visage de Cérès, le clouant au sol. Elle lui crie furieusement de ne pas toucher sa jambe avec ses mains dégoûtantes. Dans sa rage, elle perd sa concentration, et la queue de scorpion qu'elle manipulait par des fils magiques tombe inutilement sur le côté. Au sol, Cérès constate que ses mains ont immobilisé les fils magiques qui contrôlaient l'arme de Satil. Allongé par terre, sonné, il réalise que la queue de scorpion s'est rompue parce qu'il a réussi à couper la connexion. Pourtant, il reste impressionné par sa force, s'avouant qu'il n'a pas pu complètement se protéger de son attaque. L'ayant désarmé, Satil se dresse au-dessus du corps prostré de Cérès. Elle lève vivement le pied, déclarant son intention d'écraser sa tête maintenant. Elle appuie fortement sur sa tête, mais son attaque humiliante ne fait que le renforcer. Des fenêtres système surgissent, montrant qu'il a gagné 50 endurance, 71 perception et 93 magie. Satil est elle-même déconcertée par l'expérience. Trop bizarre, pense-t-elle, rougissant en se demandant pourquoi le piétinement lui procure autant de plaisir. Elle envisage même d'écraser tout son corps pour voir ce que ça fait. Son conflit intérieur et ses étranges sensations de plaisir font grimper l'indice de lust encore plus haut, atteignant maintenant 66%. Elle tente de justifier ses sentiments en réaffirmant sa haine des humains, déclarant qu'il ne mérite que d'être piétiné tandis qu'elle reprend le contrôle des fils magiques de son arme. Pendant ce temps, sa distraction a un effet sur l'autre combat. La marionnette scorpion commence à vaciller et à perdre l'équilibre, au grand étonnement de Tyler. Le capitaine Hills voit l'ouverture et crie à son équipe d'appuyer l'attaque. Il déclare que la bête perd l'équilibre et qu'ils prennent l'avantage. De retour auprès de Cérès, Satil le piétine de nouveau, lui accordant involontairement un autre bonus, attaque plus 240. Satil est complètement perdu dans l'extase, une expression de pur bonheur sur le visage. Quelle merveilleuse sensation, pense-t-elle. Son plaisir atteint son apogée, et alors que l'indice de lust s'envole à 89%, sa puissance augmente avec lui. Alimenté par cette nouvelle vague de puissance, Satil reprend le contrôle de son arme. La queue de scorpion fouette immédiatement dans les airs, visant directement Bella. Un coéquipier aperçoit le danger et pousse un cri d'alerte désespéré. « Bella !» Attention! La queue du scorpion arrive. La massive queue de scorpion fouette dans les airs, passant juste au-dessus de la tête de Bella tandis qu'elle lève les yeux, terrifiée. Elle s'écrase dans le sol juste derrière elle, la force de l'impact envoyant des ondes de choc à travers la caverne. Regardant de loin, Tyler crie le nom de Bella en horreur, pensant qu'elle a été frappée. Bella s'effondre au sol sous le choc, mais elle est indemne. Le capitaine Hills se tient au-dessus d'elle, se tournant pour faire face à la nouvelle menace. La scène revient brusquement sur Cérès, qui rougit et hurle paniqué. « Attendez une minute. » Pas là. Satil, dans son état frénétique, appuie son pied sur une zone très sensible, provoquant les protestations de Cérès. De retour auprès des autres, la queue de scorpion, ayant manqué Bella, tourne maintenant son attention vers le capitaine Hills. Il comprend qu'elle vient pour lui ensuite. Hills tient bon, bloquant la massive queue avec son épée. L'impact est immense, créant une énorme onde de choc qui fissure le sol autour de lui. La puissance colossale de la queue laisse le capitaine Hills étourdi, son armure même craquant sous le coup. Fixé sur l'arme désormais enfoncée dans la roche, il est choqué par sa force, réalisant que ce n'est pas un monstre d'élite ordinaire. La source de ce chaos, cependant, est Satil, qui est complètement inconsciente. Elle est perdue dans un monde de plaisir, pensant « c'est si doux, incroyable ». Tandis que de la vapeur s'élève de son corps et que l'indice de lust monte en flèche à un critique 95%. Libérant sa queue, la marionnette scorpion saute par-dessus le capitaine Hills, tentant de l'attaquer par derrière. Il se retourne, furieux contre lui-même. « Merde ! Je n'ai même pas vu ce qu'elle faisait !» gronde-t-il, réalisant qu'on l'a pris de vitesse.
Il voit la massive pince du monstre arriver vers lui et comprend avec panique qu'il est trop tard pour arrêter l'attaque. Mais à cet instant précis, Satil pousse un autre hurlement, son esprit encore bouleversé par les sensations que provoque Cérès. L'état mental de Satil affecte directement sa marionnette. Juste au moment où elle s'apprête à frapper, elle commence à tressaillir et à vibrer, son attaque défaillant. L'attaque s'abat au sol, mais le capitaine Hills, s'appuyant sur son épée, parvient à bloquer la pince au dernier instant possible. Ses yeux s'écarquillent, réalisant qu'il a survécu et qu'il a maintenant une opportunité. Il retient la pince, surpris d'avoir pu la bloquer. La marionnette elle-même hurle, une bave verdâtre coulant de sa bouche tandis qu'elle lutte contre lui. Un coéquipier saisit l'ouverture créée par la confusion de la marionnette, criant « Bonne occasion !» en assénant un coup solide dans le dos du monstre, le déstabilisant. La marionnette maintenant vacillante et exposée, le capitaine Hills se prépare à en finir. Il déclenche son ultime, fente du rugissement du tigre, envoyant une pluie puissante de lames d'énergie bleue lumineuse droit vers la bête. La puissante fente s'abat sur la bête démoniaque, arrêtant complètement sa charge dans un BAM assourdissant. L'attaque de Hills envoie le monstre valser, s'écrasant au sol en un tas. Ses coéquipiers regardent, admiratifs, l'un d'eux s'exclamant « Quel coup formidable !» Tyler et un autre guerrier sont en liesse. Ils acclament leur capitaine, stupéfaits qu'il ait terrassé la bête d'un seul coup et rappelant fièrement que Hills est un guerrier de rang A. Simultanément, le plaisir de Satil atteint son apogée absolu. Elle pousse un dernier cri extatique tandis que l'indice de Lust grimpe à un critique 98%. De l'autre côté de la caverne, la marionnette scorpion hurle de douleur au sol, la bave verdâtre coulant de sa bouche. Les guerriers sont complètement conquis, leur foi en leur capitaine absolu. Ils croient que tant que le capitaine Hills est là, ils n'ont rien à craindre d'aucune bête démoniaque. Le capitaine Hills, cependant, se sent fier intérieurement. Il trouve étrange que la bête démoniaque ne semble pas très puissante, et il est convaincu qu'il peut facilement gagner. Soudain, Satil pousse un cri lorsqu'une douleur aiguë traverse son pied, le faisant glisser. La marionnette reflète la douleur de sa maîtresse, poussant un cri perçant et enfonçant ses griffes dans le sol de pierre tandis qu'elle crépite d'énergie. Voyant la bête en difficulté, l'arrogant capitaine Hills avance. Il ordonne à son équipe de reculer, déclarant qu'il s'en occupera lui-même pour leur montrer la puissance d'un capitaine de rang A. Satil elle-même est en plein trouble, rougissante alors qu'elle se demande ce qui ne va pas chez elle et pourquoi elle fait cela à un simple humain. Haletante, elle tente de se dire de se calmer, mais son corps et son esprit n'obéissent visiblement pas. Sous elle, Cérès sans son gantelet blindé commençait à se fissurer sous la pression. Il pense à son incroyable agilité et craint que si cela continue, son corps ne cède complètement. Même rouge de honte, Cérès hurle en retour, criant qu'il ne cédera pas. Pour faire taire sa voix défiant, Satil fait l'impensable et enfonce tout son pied dans sa bouche ouverte. Cérès ne peut qu'émettre des sons étouffés, tandis qu'un étrange effet sonore de « baiser » apparaît. Satil se penche sur lui, disant au Cérès étouffé qu'elle ne veut pas entendre sa voix dégoûtante. Cet acte ultime d'humiliation entraîne la plus grande montée en puissance à ce jour. Les yeux de Cérès brillent de blanc tandis qu'il reçoit d'énormes augmentations de statistiques. Plus de 1600 en vitalité, 2000 en concentration et 2100 en endurance. L'arrogance du capitaine Hills disparaît alors que la marionnette, au lieu de s'effondrer sous son ultime, repousse avec une vigueur renouvelée. Merde. Ça recommence. Jure-t-il, réalisant que le combat n'est pas terminé. La source de la soudaine résilience de la marionnette est, bien sûr, Satil. Haletante et se léchant les lèvres, elle est complètement perdue dans les sensations écrasantes, canalisant involontairement un torrent de puissance dans sa création. Le moment d'arrogance de Hills est de courte durée. La bête riposte et lui assène un coup puissant qui le fait pousser un cri de douleur. Pour ne pas être en reste, Hills déclenche une autre compétence unique, plus puissante, la fente rotative divine. Ses coéquipiers reconnaissent la manœuvre et regardent, ébahis. L'attaque tournoyante est trop pour la marionnette, qui finit par s'effondrer au sol, vaincu. Hills se tient au-dessus d'elle, victorieux. Son équipe éclate en acclamations, louant la force de leur capitaine, tandis que la bête hurle au sol. Il l'exhorte à porter le coup de grâce. Simultanément, Satil retire son pied de Cérès, une fine corde de substance salivère les reliant pendant un bref et étrange instant. Tandis que son équipe le célèbre, le capitaine Hills se vante. Il prétend que si la bête a pu les menacer, elle était bien trop faible pour un guerrier de son calibre. Cette étrange substance provenant du pied de Satil procure à Cérès une dernière et monumentale montée de puissance, lui octroyant des milliers de points en défense, agilité et perception. Rayonnant de satisfaction après avoir vaincu la marionnette affaiblie, le capitaine Hills ne peut penser qu'à une chose, je suis tellement génial. Satil reste haletante, son esprit perdu dans un brouillard dû à l'afterglow accablant des sensations, complètement inconsciente de son environnement. Sa torpeur est brisée lorsqu'une voix profonde et menaçante tonne depuis les ténèbres, appelant son nom, Satil. La voix résonne, exigeant de savoir pourquoi il y a tant de bruit dehors. Satil se fige, son expression de plaisir se transformant instantanément en un masque de pure terreur. Un gros plan sur l'œil de Satil montre une terreur pure. Son maître, Lornay, s'est réveillé. Revenant immédiatement à elle, elle saute hors de Cérès, le laissant à terre. Elle atterrit avec fracas, mettant de la distance entre elle et l'humain avec lequel elle venait de jouer. Haletante, elle panique. Je suis foutu.
pense-t-elle, réalisant qu'elle s'est laissée aller et a oublié les ordres de Lornay. Elle se résout à éliminer les humains rapidement. Son expression se durcit. Ses longs ongles crépitent d'énergie tandis qu'elle se reconcentre sur sa mission, déterminée à rattraper son manquement. Mais il est trop tard. Une dernière fenêtre système apparaît. Attaque plus 10 000. Satil lève les yeux et voit Cérès, désormais debout au bord d'une falaise, enveloppé d'une aura rouge tourbillonnante d'une puissance immense. Les rôles sont totalement inversés lorsqu'il la domine du regard et demande calmement « On continue ». La démone aux cheveux violets, Satil, tremble de peur. L'homme en face d'elle est désormais complètement différent, dégageant une aura oppressante et inquiétante qui lui rappelle le puissant Lornay. Stupéfaite, une seule pensée envahit son esprit. Doit-elle affronter cet être d'une puissance écrasante? La perspective la remplit d'effroi. La source de sa terreur se révèle. Cérès, le protagoniste, n'est plus qu'une silhouette sombre engloutie d'une sinistre aura rouge, les yeux brillants de menace. Depuis la perspective de Satil en contrebas, il ressemble à un dieu de la mort. Submergé par la peur, Satil abandonne le combat et tente une fuite désespérée, dévalant la paroi rocheuse tandis que Cérès observe du bord. Alors que le bruissement de sa fuite s'éloigne dans l'obscurité en contrebas, Cérès reste au bord de la falaise, confirmant que son redoutable adversaire a pris la fuite. Il envisage de la poursuivre mais renonce rapidement. Il a déjà dépensé trop d'énergie. Sa cible véritable est le sang du démon immortel, dans la salle du boss, et il ne peut se permettre de gaspiller davantage de puissance. Pendant ce temps, la scène change. Alors qu'une escouade de chevaliers acclame leur capitaine invincible depuis un promontoire, une guerrière solitaire aux cheveux blonds chute vers le bas. Mais elle ne tombe pas sans contrôle. Avec un lourd fracas, elle enfonce sa botte blindée dans la paroi de la falaise, brisant habilement sa chute. Après avoir atterri saine et sauve, la guerrière blonde est immédiatement rejointe par un camarade inquiet. « Cérès, ça va » demande-t-il, révélant son nom. La reconnaissant, elle s'exclame « Bella ». Bella aide Cérès à se relever, son inquiétude évidente alors qu'il s'occupe d'elle et suggère d'appeler l'équipe médicale. En s'époustant, Cérès rassure calmement son amie, anxieuse qu'elle va vraiment bien. Pendant que Bella et Cérès partagent un moment de calme, leur capitaine, Hills, observe à distance. Alors que Bella montre son inquiétude, Hills serre silencieusement son gantelet dans un accès de jalousie. Pour épater ses subordonnés, l'arrogant capitaine Hills galvanise ses hommes. Il se vante qu'il vaincra le boss seul, aux grandes admirations de ses fidèles naïfs. Mais ses pensées intérieures révèlent un plan lâche et malhonnête. Hills sait que ce n'est pas un donjon de rancée, mais un des beaucoup plus faciles. Il compte affronter seul le boss faible, puis mentir à la guilde pour réclamer une plus grande récompense et une réputation frauduleuse, le tout pour une promotion rapide. Pendant ce temps, la démone Satil s'agenouille devant son maître. Elle rapporte frénétiquement qu'un humain puissant, qui était faible il y a quelques instants, a utilisé une méthode étrange pour accroître soudainement sa puissance. Alors que Satil le presse de faire preuve de prudence, l'imposante silhouette de Lorne émerge des ombres, bruissant en prenant place sur son trône. Depuis l'obscurité de sa capuche, le boss du donjon baisse les yeux et prononce le nom de sa subordonnée d'une autorité glaciale et menaçante, Satil. Lorne lui ordonne de lever la tête. Lorsqu'elle croise son regard, il pose une question simple et terrifiante, « Quel ordre t'ai-je donné ?» La sueur coule sur son visage tandis qu'elle tremble et raconte sa mission ratée, surveiller la porte et ne laisser entrer aucune créature dans ta salle. L'œil reptilien perçant de Lorne la regarde comme une lame. « Alors que fais-tu ici ?» gronde-t-il. La question flotte dans l'air comme une sentence de mort. Satil reste figée, muette de terreur, incapable de répondre de son échec. Voyant la lumière aveuglante d'une attaque imminente, Satil lance un dernier appel désespéré à son maître impitoyable, ses mots s'éteignant alors que sa punition se déchaîne. Sa supplique est ignorée. Un rayon jaune brûlant d'énergie jaillit de Lorne et la frappe en plein torse. Le rayon explose en une déflagration massive, engloutissant Satil dans un torrent de puissance destructrice. Alors que la fumée se dissipe, se révèle l'imposante silhouette du boss du donjon, Ney. « Je ne veux pas entendre ton excuse, » dit-il, sa voix dépourvue de toute pitié. Le corps meurtri de Satil s'écrase contre le sol de pierre, l'impact résonnant dans la salle du trône. D'un simple mouvement de poignet, Lorne soulève télékinétiquement sa servante vaincue du sol. Il la lance sans effort dans les airs, l'envoyant s'écraser vers un tas de cadavres dans un coin de la pièce. Elle atterrit dans un bruit écœurant au sommet du tas de monstres morts, son corps mou et brisé. Du liquide vert coule de sa bouche, une réalisation horrifiante s'impose à elle. Lorne compte l'utiliser comme combustible pour son rituel. « Je ne veux pas mourir ici », pense-t-elle, désespérée. Ignorant le corps de sa servante, Lorne reporte son attention sur son grand rituel. Révélé sous sa véritable forme multibras, il se tient devant un immense chaudron, regardant le liquide vert bouillonner alors qu'il approche de sa phase finale. Il révèle alors le coup horrible de cette potion, se vantant d'avoir utilisé des milliers d'humains et de bêtes démoniaques, leurs âmes incandescentes alimentant sa création sombre. Il regarde sa création. Le sang du démon immortel, pense-t-il avec satisfaction tandis qu'elle bout furieusement, commence enfin à bouillir. Mais alors que son rituel atteint son apogée, les immenses portes de la salle du trône sont projetées avec fracas. Lorne se détourne lentement de son autel, sa cérémonie interrompue.
Il observe en silence les intrus qui viennent de faire irruption dans son sanctuaire. Son visage se tord de rage. « Qui êtes-vous » gronde-t-il, sa voix résonnant dans la chambre. « Comment osez-vous entrer dans ma salle ?» Ce sont le capitaine Hills et sa troupe. Avec un sourire suffisant, le capitaine déclare « Je suis un guerrier qui peut semer la peur dans votre cœur. » Derrière lui, le reste de l'équipe, y compris les 2 Cérès, hommes et femmes, observent. Alors qu'une notification confirme que le sang du démon immortel peut éliminer les toxines, Lorne scrute les intrus, se demandant si l'un d'eux est l'humain puissant dont sa subordonnée Satie l'avait averti. Le protagoniste masculin, Cérès, fixe le chaudron vert lumineux, l'air pris d'une réalisation sidérée. Il pense en lui-même, c'est ça qui va me guérir. Prenant le commandement, le capitaine Hills se tourne vers son escouade. Tout le monde écoutez. Aboite-t-il, personne ne bouge sans mon ordre. Avançant, le capitaine Hills pointe son épée vers le boss dans une pose dramatique. Je tuerai seul le boss du donjon de Rancé, proclame-t-il, prêt à charger. Que la bête démoniaque sache de quoi les humains sont capables. Ses subordonnés fidèles éclatent en acclamations, criant qu'il la tue. Mais tandis que le capitaine s'abreuve de gloire, le Cérès masculin ne lui prête aucune attention. Ses yeux sont rivés sur le but derrière le boss, son unique objectif dans ce donjon. Sur cette table, pense-t-il avec une intensité tranquille, se trouve le sang du démon immortel. À l'approche des intrus, un immense cercle magique complexe bourdonne et s'active, formant une barrière protectrice autour de l'ornet et de son précieux chaudron. Impassible, l'arrogant capitaine Hills charge en avant, son ego gonflé par les cris de ses hommes hurlant « Allez, capitaine, tuez-le » Alors que Hills bondit dans les airs pour son attaque, Lorne reste parfaitement immobile, se contentant de lever l'une de ses mains gigantesques pour l'intercepter d'un geste détaché. « Ressentez la peur » hurle Hills, abattant son épée dans ce qu'il croit être une fente décisive. Mais l'attaque est arrêtée net. Lorne bloque sans effort la pleine force de l'épée de rang du capitaine avec la pointe d'un seul doigt. Un grondement sourd commence alors que Ney canalise une fraction de son pouvoir dans le bout de son doigt, faisant luire la lame du capitaine d'une lueur sinistre. L'énergie explose. Dans un éclair, l'armure Aranque emprisée du capitaine Hills est pulvérisée, se brisant sous la force du contre-coup nonchalant de Ney. D'un simple geste, Ney envoie le capitaine valser en arrière, l'écrasant comme une mouche. Ses subordonnés ne peuvent que regarder, muets et stupéfaits, leurs acclamations se muant en cris d'horreur. Ils hurlent son nom, capitaine, tandis que leur leader invincible est terrassé d'un seul coup. Hills s'écrase contre la paroi opposée dans un fracas énorme, son armure Aranque chérie complètement désintégrée. L'impact révèle sous la plaque extérieure la secrète armure S-Rank sombre aux écailles, la seule raison pour laquelle il est encore en vie. Sa confiance est pulvérisée, tout comme son armure externe. Dans un dernier tude, le capitaine Hills retombe en tas aux pieds de ses subordonnés, qui se précipitent à ses côtés en criant son nom. Lorne observe avec un mépris total. Le meilleur d'entre vous est si faible. Raille-t-il, concluant que sa garde, Satie, était inutile d'avoir eu peur de tels intrus pathétiques. Haletant, Hills réalise que son armure Aranque a été brisée d'un seul coup. Il se dit que sans la secrète armure d'écaille de dragon douce S-Rank que son frère lui a donnée, il serait mort. Ses hommes l'aident à se relever, signalant avec inquiétude que son armure est en miettes et lui demandant s'il va bien. L'esprit de Hills s'emballe, envahi par la peur et la confusion. Il ne comprend pas ce qui se passe, ni comment il peut y avoir un tel écart de puissance entre les monstres ordinaires du donjon et son boss. Son arrogance remplacée par une terreur pure, ils élaborent un nouveau plan lâche. Il ne peut pas affronter Ney directement, il décide donc de laisser ses coéquipiers user le boss en premier. Il n'affrontera Ney que lorsque le boss sera épuisé. De cette façon, pense le capitaine égoïstement, mes chances seront meilleures. Faisant bonne figure, il se tourne vers son escouade et donne l'ordre suicidaire. Tout le monde au signal, hurle-t-il. Tous en avant, chargez. Faites de votre mieux. Cependant, un guerrier sensé de rang B nommé Tyler émet une objection désespérée. Il avertit le capitaine Hills qu'une attaque désorganisée entraînera de lourdes pertes et le supplie d'adopter leur formation défensive standard, avec les boucliers devant. Enragé par ce défi à son autorité, Hills se rapproche du visage de Tyler. « Remets-tu en cause mon jugement, ou essaies-tu de me désobéir » gronde-t-il, utilisant son rang pour écraser violemment toute dissidence. Pendant que Tyler tente de protester, Hills le pousse de côté. « Alors tais-toi. Je suis le capitaine. » hurle-t-il. « Tu fais ce que je te dis. » Après avoir écrasé toute contestation, Hills se tourne vers ses troupes et fait une promesse mensongère et hypocrite. « Tous, armez-vous. N'ayez pas peur. » Ment-il, « Je vous protégerai tous. » Portés par les paroles vaines de leur capitaine, les soldats loyaux entament leur charge imprudente, se précipitant tête baissée vers le boss du donjon. Lorne regarde les humains en charge avec un mépris pur, faisant craquer ses doigts. « Un ramassis d'inconscients insignifiants, » raille-t-il. « Votre chair et votre sang ne sont même pas dignes d'être carburant pour l'autel. » Alors que les guerriers envahissent sa plateforme, Ney se prépare à déchaîner sa puissance, promettant de leur montrer l'écart absolu et insurmontable entre l'homme et la bête démoniaque. Suivant l'ordre imprudent de leur capitaine Hills, les chevaliers se ruent en avant. Leur capitaine crie qu'il y a un fossé désespéré de puissance entre eux et le boss du donjon.
L'imposant démon cornu, l'Ornais, déchaîne une vague dévastatrice d'énergie enflammée sur les chevaliers chargés. Les guerriers sont violemment projetés dans les airs par la force de l'explosion, leur corps englouti par l'enfer enflammé, tandis qu'ils poussent des cris d'agonie. L'intense flambée consume tout sur son passage, incinérant les chevaliers en un instant, ne laissant que des silhouettes contre la lumière aveuglante. Du cœur de l'explosion émerge le boss du donjon, l'Ornais, une figure terrifiante aux multiples bras et à l'aspect démoniaque cruel, orchestrant le massacre avec une facilité méprisante. La chaleur est si intense que le sol lui-même commence à grésiller et à fondre, transformant le champ de bataille en un désert de lave. Le capitaine Hills regarde, incrédule, son propre épée commençait à fondre sous l'intensité pure du pouvoir de l'Ornais. L'Orne est atterri avec grâce au milieu de la terre brûlée, le bruit de ses pieds nu résonnant dans la chambre désormais silencieuse. Dominant le carnage, la voix de l'Orne écoule de mépris tandis qu'il demande moqueusement aux survivants terrorisés si c'est la peur qu'il désirait en ressentir. La provocation brise le peu de sang-froid qui lui restait. Face à un ennemi qu'il ne peut pas vaincre, son instinct de survie prend le dessus et il hurle à ses hommes de fuir, se retournant pour s'enfuir et abandonner son commandement. Alors que le capitaine se détourne pour fuir, une main sombre crépitante et mystérieuse saisit soudainement son épaule, l'arrêtant net. Le guerrier Tyler regarde, sans voix. Dévoré par la peur, le capitaine Hills ignore la main sur son épaule et continue de hurler, ordonnant aux survivants de battre en retraite immédiatement. Entendant l'ordre lâche de son capitaine après avoir envoyé tant d'hommes à la mort, le choc de Tyler se transforme en rage alors qu'il hurle « Quel immonde fanfaron !» La prise se resserre lorsque la main de Cérès saisit fermement le poignet du capitaine, l'empêchant de s'échapper. Luttant contre la poigne de fer, le capitaine Hills se retrouve face à Cérès, qui lui rappelle sa promesse vide. Captain Hills. Vous venez de dire que vous nous protégeriez tous. Le combat entre vous et le boss n'est pas encore terminé. Le visage enveloppé d'ombre, Cérès informe froidement le capitaine. Tu ne peux pas partir maintenant. Hills tente de faire valoir son grade, hurlant qu'il est le capitaine et qu'on ne l'entraînera pas dans la défaite. Tu peux rester et mourir, mais ne m'emmène pas avec toi. L'Orne observe, amusé par les querelles internes. Il lève une main, prêt à une nouvelle attaque tout en se moquant du capitaine d'être entré dans sa chambre pour ensuite tenter de fuir. Alors que l'Orne prépare une autre attaque, le capitaine terrifié hurle à Cérès de regarder le danger derrière lui. Mais Cérès reste impassible, ramenant plutôt le capitaine en lutte pour l'empêcher de s'enfuir. La panique tourne à l'incrédulité tandis que Hills se débat dans l'étreinte incassable. « Je n'arrive pas à retirer ma main » hurle-t-il intérieurement, incapable de comprendre la force impossible venant de ce guerrier de rang F qu'il avait toujours méprisé. Alors que l'Orne prépare une nouvelle déflagration d'énergie dévastatrice, le capitaine Hills pousse un cri de terreur, réalisant que l'attaque est dirigée sur eux et suppliant désespérément Cérès de le lâcher. Dans une tentative désespérée d'évasion, Hills assène un coup à Cérès en hurlant « Je ne peux pas battre le boss, mais tu n'es pas de taille contre moi, espèce de raté de rang F. » Cérès attrape la poigne du capitaine sans effort, stoppant complètement sa pitoyable attaque. Dans un craquement répugnant, Cérès serre son gantelet et écrase la main du capitaine. Le capitaine Hills pousse un hurlement horrible de pure agonie, tandis que les os de sa main se brisent. Cérès lui claque alors la jambe d'un coup de pied brutal et déclare froidement « Hills, en tant que capitaine, tu tiendras parole. » À ce moment, l'Orne libère sa sphère d'énergie destructrice, l'envoyant foncer vers eux. Alors qu'il se prépare à agir, les yeux de Cérès se plissent de froide fureur tandis qu'il hurle « Tu protégeras tes coéquipiers. » D'une force immense, Cérès propulse le capitaine Hills hurlant directement dans le chemin de l'attaque. « Tu bloqueras l'attaque pour que ton équipe puisse se retirer. » rugit-il, forçant le capitaine à devenir le bouclier humain qu'il avait tenté de faire de ses hommes. Pendant un instant fugace, le temps semble ralentir. Confronté à sa propre fin, le capitaine lâche ne peut que regarder horrifié l'explosion d'énergie mortelle se rapprocher, scellant son destin. La déflagration d'énergie frappe, provoquant une explosion massive qui projette les guerriers restants en arrière sous l'onde de choc. Le capitaine Hills est tué sur le coup, son armure se fissurant et son corps anéanti par l'attaque qu'il avait tenté de fuir. Son corps sans vie est projeté en l'air, une ponctuation finale et sinistre à sa lâcheté. Les guerriers restants ne peuvent que regarder, sous le choc, le corps de leur ancien capitaine heurter le sol dans un lourd fracas. Le traître disparu, Cérès, les yeux rouges et émettant une puissante aura bleue, déclare « Maintenant, c'est mon tour ». Inspirée par sa détermination, la guerrière Bella annonce qu'elle reste pour se battre. À ses côtés, Tyler accepte également, ajoutant qu'il restera pour affronter la bête démoniaque. Bella précise à Tyler qu'elle reste spécialement pour Cérès, montrant sa nouvelle confiance en lui. Tyler répond doucement « Je sais ». Tyler trouve son propre courage, déclarant qu'en tant que meilleur guerrier de rang B, il est là pour détruire les bêtes démoniaques, pas pour fuir. Il conclut « J'en ai assez d'obéir à des idiots. » Leur défi met l'Orne en colère. « Après avoir vu ma puissance, vous ne fuirez toujours pas. » gronde-t-il, prenant leur courage comme une grave insulte. « Vous vous moquez de moi. » Ignorant la fureur du démon, Cérès passe à l'action. Il active sa compétence « Fente instantanée », se précipitant en avant la lame dirigée vers l'Orne dans une attaque foudroyante destinée à créer une ouverture et à le contourner. Mais l'Orne est plus rapide, bloquant la lame à main nue, le métal crissant contre sa peau démoniaque. Cérès se retire immédiatement, sautant en arrière tandis que l'Orne tente de riposter avec ses multiples bras.
Bien que l'attaque ait été bloquée, un morceau de la robe de Ney est arraché. L'œil du boss brille en rouge, surpris et en colère, alors qu'il pense « si rapide ». Cérès atterrit avec grâce, son feinte ayant rempli son rôle. Au lieu de réengager, il se retourne et fonce à côté du boss, révélant son véritable objectif. Le sang du démon immortel. Mon antidote. J'arrive. Lorne le regarde partir, complètement abasourdi. Quoi? Pourquoi court-il vers l'autel? Le boss comprend vite, une expression d'horreur naissante sur son visage, alors qu'il réalise que le véritable objectif de Cérès n'est pas de combattre, mais de voler le précieux liquide. Cérès traverse le sol de la salle du trône en sprintant, les yeux rivés sur l'autel lumineux au loin. Il est si proche. Alors que le furieux Lorne est sur le point de donner la chasse, Bella et Tyler l'interceptent, attaquant de chaque côté pour gagner du temps à Cérès. « Restez loin de mon autel !» hurle Ney. Tyler, les yeux brillants de puissance, trouve une ouverture dans la défense du boss et abat son épée, voyant une bonne chance de porter un coup critique. Cependant, Lorne se meut avec une vitesse impossible, sa main devenant floue alors qu'il se prépare à contrer. Il bloque sans effort leurs deux attaques à la fois, attrapant leurs lames à main nue. Les ignorants, Ney reporte son attention sur le protagoniste en fuite. « Ce type est vraiment rapide », murmure-t-il en chargeant une explosion d'énergie. Comme un cafard. Voyant le boss prêt à tirer sur Cérès, Bella pousse un cri de détermination. « Tu ne blesseras pas Cérès ». Elle se précipite de nouveau en avant, désespérée d'intercepter Lorne et de protéger Cérès de l'attaque entrante. Lorne pivote le pied avec un bruissement de ses robes, se positionnant aisément pour gérer la charge imprudente. Avec mépris, il repousse Bella d'un coup de queue, surpris de voir à quel point il a fallu peu d'efforts pour la faire tomber. Une fois ses poursuivants neutralisés, Ney déclenche une rafale rapide de décharge d'énergie visant le lointain Cérès. Des explosions éclatent à la traîne de Cérès, mais il persévère, sautant et esquivant tandis qu'il comble la distance finale vers l'autel. Il bondit dans les airs, son corps irradiant de puissance alors qu'il atteint son prix. La victoire est à portée de main. En dessous, le sang du démon immortel bout dans son chaudron. Mon antidote, pense-t-il, j'y suis. Mais alors qu'il est à portée, un gigantesque cercle magique imprévu jaillit autour de l'autel, bourdonnant d'une puissance immense. Cérès regarde, choqué et incrédule, réalisant à la dernière seconde que son butin est protégé. Ses doigts gantés entrent en contact avec la paroi chatoyante et invisible du cercle magique. Au moment où il la touche, la barrière le rejette violemment, déclenchant une puissante onde d'énergie magique. Cérès est projeté en arrière, son corps roulant dans les airs, sa tentative désespérée contrecarrée. Lorne se tient victorieux, tenant désormais les épées de ses adversaires vaincus. Il explique d'un ton moqueur, « J'ai tracé moi-même le cercle magique. Tant que je suis en vie, aucune créature ne peut entrer. » Malandant lourdement sur le sol craquelé, Cérès lève les yeux avec une réalisation sombre. En effet, pense-t-il, je ne peux pas simplement aller boire le sang du démon immortel pour me désintoxiquer. Haletant, il fixe le boss du donjon, son chemin désormais brutalement clair. Il n'y a qu'une seule façon d'obtenir son antidote. Je dois battre le boss. Poursuivant à partir du chapitre précédent, Cérès se cache derrière un arbre. Il entend un bruissement et jette un coup d'œil, sentant quelque chose se dérouler dans la clairière devant lui. Le puissant démon, Lorne, attaque ses camarades sans effort. « Dégagez !» hurle-t-elle, repoussant le guerrier Tyler et la chevalière Bella, déclarant qu'ils sont complètement dépassés. Par deux lourds coups, Bella et Tyler sont projetés au sol, vaincus et incapables de résister à l'immense puissance de Lorne. Depuis sa cachette, les yeux de Cérès s'élargissent sous le choc en reconnaissant la puissance écrasante de la bête démoniaque qui avait auparavant réussi à s'enfuir. Alors que Cérès contemple la scène, il trouve la démone Satyle, tremblante de peur. Elle le supplie de rester silencieux pour que Lorne ne la trouve pas. Cérès est choqué, se demandant comment elle a pu finir dans un état si terrifié et affaibli. Lorne s'avance vers les héros à terre, annonçant que son rituel doit se dérouler en paix. Elle déclare froidement son intention de tuer les puants, puis de se rendre à leur ville. Un gros plan sur le visage de Lorne révèle sa rage bouillonnante. Elle achève sa pensée en déclarant qu'elle attaquera la ville simplement pour se débarrasser de sa colère. La gravité de la situation frappe Cérès. Maudissant entre ses dents, il se retourne, réalisant avec effroi que sa camarade Bella est en danger de mort. Décidant d'agir, Cérès fouille une poche de son armure. Il doit aider Satyle d'abord avant de pouvoir sauver ses amis. Il sort un objet et le pose par terre devant la démone terrifiée, lui ordonnant de le prendre. Dans sa cachette, Satyle fixe incrédule l'objet que Cérès a déposé devant elle. C'est un rare et précieux champignon moutarde restaurateur. Sans attendre de réponse, Cérès s'est déjà retourné et se précipite vers la bataille, hurlant le nom de sa camarade, « Bella, j'arrive !» Après un moment d'hésitation, la main de Satyle se tend et saisit le champignon laissé par Cérès. Avec ses crocs de démon acérés, elle mord dans le champignon sans hésiter. Alors qu'elle mâche, des larmes de gratitude et de soulagement coulent sur son visage. Une fenêtre système apparaît, informant Cérès que son acte de bonté a augmenté la faveur que la bête démoniaque Satyle lui porte. Simultanément, une puissante vague d'énergie whoosh traverse le champ de bataille. Le système annonce que les actions de Cérès ont satisfait aux exigences et que des options d'armes lui sont désormais débloquées. Alors que le bruit du souffle emplit l'air,
Une interface système se matérialise autour d'un Cérès déconcerté, lui présentant une série de cartes mystérieuses et lumineuses. Une boîte de notification apparaît, proposant d'expliquer les règles de sélection d'une arme. Pendant ce temps, la situation est désespérée pour ses camarades. Tyler se jette devant Bella pour bloquer l'attaque de Lorney, lui criant de fuir. Au moment où le coup frappe, il serre les dents de douleur, réalisant que son os de la jambe s'est à nouveau fendu, et lui dit de se sauver. Voyant ses amis au bord de la mort, Cérès fixe l'interface système avec fureur et désespoir. « Passez ça !» rugit-il, « je dois les sauver maintenant. Je n'ai pas de temps pour ces conneries. » Le système obéit, sautant les règles d'armes et l'invitant immédiatement à tirer une carte. D'un claquement sec, Cérès n'hésite pas une seconde et avance la main pour réclamer son nouveau pouvoir. Un bourdonnement remplit l'air tandis que la carte dans la main de Cérès commence à vibrer d'une énergie immense. Avec un whoosh, la carte se transforme en une magnifique épée dorée, irradiante d'une puissante aura rouge. Cérès se prépare immédiatement au combat. Une fenêtre système teinte, annonçant officiellement l'identité de l'arme, Cérès a obtenu la épée sans issue. D'un claquement, Cérès plante fermement ses pieds au sol, prêt à libérer la puissance de son arme nouvellement acquise. Rempli d'une puissance nouvelle, Cérès bondit vers Lorney, les yeux brillants alors qu'il abaisse l'épée en criant « Et c'est ma nouvelle arme !» Avec une concentration intense et un cri de « Prends ça !» Cérès abat la lame lumineuse de toutes ses forces. Mais d'un fort BAM, Lorney saisit sans effort la lame à main nue, ses griffes acérées la serrant fermement, stoppant complètement son attaque. Maintenant l'épée en place, elle le regarde avec un sourire narquois et lui ordonne de s'éloigner de ses camarades, révélant qu'ils n'étaient que des appâts pour sa vraie cible. En le soulevant avec son épée sans effort, Lorney dévoile sa véritable motivation. Ses camarades n'ont jamais été l'objectif. Sa cible a toujours été Cérès lui-même, l'humain extrêmement rapide en forme de cafard, qu'il avait évité. Elle réduit la distance entre eux, sa main griffue se tendant vers lui alors qu'elle se prépare à frapper. À une distance aussi rapprochée, se moque-t-elle, je verrai comment tu peux esquiver. Mais Cérès repousse avec un sifflement, les yeux flamboyants de défi. Ne me sous-estime pas, hurle-t-il, je n'ai jamais parlé d'esquiver. Lorsque son épée entre en contact avec sa main, on entend un léger déchirement, bien que l'effet ne soit pas immédiatement apparent. Lorney regarde la minuscule égratignure sur sa main et ricane. Tout ce que tu as pu faire, c'est griffer ma peau. Je n'ai même pas saigné, sermonne-t-elle. Voilà la différence entre les humains et les bêtes démoniaques, achève-t-elle. Mais alors qu'elle se vante, un retentissant BAM résonne et ses vêtements se déchirent soudainement, se désintégrant de son corps. Elle regarde vers le bas, confuse, marmonnant quoi, tandis que les lambeaux de sa tenue froufroutent et tombent, laissant son dos et son corps exposés. Un instant plus tard, rougissante de choc et d'embarras, la puissante Lorney hurle d'incrédulité. Où sont mes vêtements? Observant depuis le bord, Bella et Tyler sont représentés dans un style comique, rougissant et sidérés par le retournement de situation. Cérès a fait disparaître les vêtements du boss, demande Bella, totalement choquée. Cérès lui-même, rougissant mais serrant le poing en triomphe, pense à quel point cette arme est géniale. Une fenêtre système apparaît enfin, expliquant l'absurde pouvoir de L épée sans issue. Frapper un ennemi fait disparaître ses vêtements, et lorsqu'il est complètement nu, une puissante compétence mortelle se déclenche. Complètement nu et tentant de se couvrir, la seigneur démon est submergée par l'humiliation et la rage. Salade. Sale truc, hurle-t-elle à Cérès, je vais te tuer. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.